Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à prendre place. Très heureux de vous accueillir ici, si nombreux. On va permettre aux retardataires de venir nous rejoindre en quelques secondes. Merci d'être avec nous pour cette conférence exceptionnelle. Profit, épanouissement en entreprise, mission impossible. Vaste question à laquelle nous allons essayer de répondre ensemble. Si vous le voulez bien, quelques mots de présentation pour débuter. Je m'appelle Alexandre Chabel, je suis journaliste et j'ai créé ma société il y a 10 ans, le créateur de liens. Vous comprenez tout de suite qu'avec cette appellation, eh bien, j'essaye de faire en sorte que vous puissiez entrer en contact avec les conférenciers que nous allons recevoir dans quelques instants de la manière la plus simple possible. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, mais j'ai passé 15 ans à travailler pour le service public de télévision. Et au bout de 15 ans, je me suis posé la question du sens. Et j'ai donc créé mon entreprise avec l'idée aussi de lancer la première chaîne Web TV consacrée au développement durable. C'était en 2007. La crise est arrivée, 2008-2009, la chaîne était par terre, le sujet était oublié. Je suis donc ravi ce soir de pouvoir parler avec vous de toutes ces notions qui refont surface et qui ne sont évidemment pas qu'une mode, mais un effet en profondeur. Voilà donc pour les présentations. C'est une conférence exceptionnelle que nous devons bien sûr à nos nombreux partenaires, mais avant de les citer, je voudrais vous dire 2 mots sur la chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique, car cette chaire est unique en Europe et nous pouvons en être très fiers. La chaire élabore, face à une pensée économique basée, vous le savez, sur la confrontation et la domination, elle élabore une autre démarche. Elle tente de le faire avec succès d'ailleurs. La performance et la croissance de l'entreprise reposant sur la coopération avant tout, l'économie est donc au service de la société et non le contraire. Concernant nos partenaires, c'est très important parce que sans eux, nous ne serions pas réunis ce soir. Je voudrais saluer la société Arémon, Bolof, Udimec, MMA, HPE, Teledyne, E2V, Guichon Valve, les établissements André Cross, Milestone Investisseurs, la boîte à outils et Thermocompact. Et je vous demanderai de les applaudir, ce sont nos partenaires historiques. Bien sûr, je voudrais également remercier Grenoble École de Management pour son soutien constant. Et en particulier Loïc Roche, Anne-Laure Oudinot et toute son équipe. Et un remerciement spécial d'ailleurs pour leur investissement sur cette conférence. Également saluer Jean-François Coupé, vous pouvez les applaudir. Merci pour eux. Il est de tradition et c'est indispensable parce que c'est de la reconnaissance du travail bien fait. Il est indispensable de remercier tout le monde, mais je ne peux pas le faire ce soir. Alors j'ai choisi de remercier à la communication Laurence, Alexandre, Alexis, Thomas et Odile, que vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Au projet Trophée, dont on parlera dans notre conférence, Nicole, Caroline et Pascal. C'est pas fini, il y en a d'autres, hein, mais je ne vais pas les remercier tous, rassurez-vous. À la sécurité, Micha. À la maintenance, Mousse et David. À l'accueil du public, Marie-Claire Pierry et toute son équipe. À la technique, ils sont ici en régie, Pascal et Yannick. Et tous les membres de la chaire qui nous ont activement aidés, qui nous ont rejoints en cours de route, Julie, Stéphanie, Christelle, Sandrine, Manon et Cécilia. J'en ai terminé pour les remerciements. Merci pour eux. Et ce soir, vous allez donc pouvoir accueillir les 3 conférenciers, des personnalités convaincues, évidemment, depuis très longtemps, qu'il est temps, absolument temps que les choses changent. Je vous demande d'accueillir celle qui est associée chez Deloitte, spécialisée dans le développement durable, co-auteur du livre 60 idées pour Emmanuel Macron. Marie-Georges est avec nous. Marie-Georges, sous vos applaudissements. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie. Dans quelques instants, je vous donnerai la parole, bien sûr. Mais à vos côtés, nous allons retrouver le président de la boîte à outils. Il est membre du directoire du groupe SAMC, 5200 collaborateurs. Il est spécialisé dans le négoce de matériaux de construction. Il s'agit de Jean-Jacques Chabanis. Bonsoir Jean-Jacques.
Et enfin, notre troisième invité, vous le connaissez sans doute, il est titulaire de la chaire Mindfulness, Bien-être au travail et paix économique. Il est auteur, entre autres, d'Osons la paix économique. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Dominique Steller. C'est une conférence en 3 temps. 3 temps spécifiquement détaillés pour vous, avec la possibilité en fin de conférence de pouvoir intervenir et de poser vos questions. Mais nous commencerons par une présentation de quelques minutes de chacun de nos invités, et puis un débat de 30 minutes environ. Et enfin, si vous le souhaitez, je compte sur vos questions. Je viendrai d'ailleurs parmi vous pour vous tendre le micro. N'hésitez pas, on dit souvent que c'est la première question qui est la plus difficile à poser, donc vous commencerez tout de suite par la deuxième, la troisième, etc. Et on gagnera énormément de temps. Voilà. Eh bien, nous allons commencer tout de suite par une petite présentation rapide de 8 minutes, pas plus. Marie-Georges, c'est à vous pour commencer en format TEDx. Nous vous écoutons. Merci beaucoup et vous m'interrompez si je dépasse. Hein. Vous mettez un petit J'ai l'œil chrono. sur le chrono. Bon. Alors bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Merci Dominique de m'avoir proposé d'être là avec vous. Alors je vais me présenter en quelques minutes puisque c'est la consigne. Je m'appelle Marie-Georges. Effectivement, je suis associée chez Deloitte dans la partie développement durable, donc la partie de conseil aux entreprises qui s'occupent donc de développement durable, de les accompagner dans leur stratégie de développement durable. J'ai commencé ma vie professionnelle comme entrepreneur il y a 12 ans. Donc, en montant une boîte à la sortie de Sciences Po, avec celle qui était mon associée historique et qui l'est toujours aujourd'hui. Donc, on est arrivé 2 filles de 25 ans en voulant créer une boîte dans le développement durable. Autant vous dire que nous n'avions pas que des atouts dans ce parcours. On a fait ça, on a développé ça, le conseil aux entreprises qui avaient envie de repenser un peu leur impact sur la société en général. Et puis après avoir développé cette entreprise, on a été appelé donc par Deloitte qui nous a proposé de faire ce qu'on faisait à l'échelle d'une PME, mais de le faire à l'échelle d'un groupe mondial pour essayer d'avoir encore plus d'impact que ce qu'on avait et donc ce qu'on a accepté de faire. Et donc on dirige aujourd'hui la partie développement durable de Deloitte, à peu près 150 personnes, la plus grosse équipe de développement durable au monde, qui est d'ailleurs une équipe mondiale, puisqu'on travaille dans le monde entier. Et ce qu'on fait, c'est d'accompagner les entreprises dans leur stratégie de développement durable. Et donc ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est que je vais dire tout de suite, d'entrée, je vais répondre tout de suite à la question de la conférence. Est-ce que c'est inconciliable de faire du profit et d'assurer le bien-être? La réponse est évidemment non. Oui, évidemment. J'espère qu'on est tous là pour dire ça. Et donc, l'idée, évidemment, c'est quoi? C'est de dire que si on pense les choses comme ça, c'est-à-dire que si on pense d'un côté, l'entreprise fait des profits, mais quand même, elle doit faire un peu attention à ses collaborateurs, ou d'un côté, l'entreprise doit faire des profits, mais quand même, elle doit faire attention un peu à la planète. Alors là, évidemment, on est dans une forme de contradiction qui peut être aménagé, c'est-à-dire on peut bidouiller un peu pour faire en sorte que quand même on fasse pas trop n'importe quoi avec la planète ou quand même on traite pas trop mal les gens. Mais si on reste dans cette question posée comme ça, alors on n'y arrive jamais vraiment. Ce qu'il faut, c'est dépasser ça et se dire finalement c'est quoi la vocation d'une entreprise. Moi j'aime bien dire que la finalité d'un être humain, ça n'est pas de respirer. C'est-à-dire qu'on passe pas tous autant qu'on est notre journée à nous dire « Ah tiens, je suis en train de respirer ». Enfin, parfois, quand on médite, on le fait. Mais sinon, on ne fait pas ça toute la journée. On respire, heureusement qu'on respire, sinon on n'est pas en vie. On fait en sorte de faire en sorte que notre corps fonctionne bien. Mais en fait, on poursuit diverses finalités et objectifs et on mène notre vie. Une entreprise, c'est pareil. Une entreprise, si elle ne fait pas de profit, elle n'existe pas. Donc, en fait, il faut bien qu'elle en fasse. Maintenant, est-ce qu'elle doit passer sa journée à regarder ça ? Non, l'entreprise, elle a une finalité. Elle fait quelque chose. Donc, elle rend un service à la société. Elle fabrique des produits qui sont utiles aux gens. Elle rend des services qui sont utiles aux gens. En échange de ça, elle reçoit de l'argent. Et c'est ça, elle a la finalité de l'entreprise. Elle est profondément sociale, au sens où l'entreprise est un acteur de la société. C'est un acteur citoyen. Et évidemment, à ce titre, elle a une responsabilité. C'est-à-dire qu'à ce titre, elle doit penser l'impact
non pas seulement l'impact qu'elle a, mais bien la contribution positive qu'elle a sur la société. Donc la contribution positive première, c'est effectivement de vendre les produits qu'elle a à vendre, ou les services qu'elle a à vendre, évidemment, ça c'est une très grande contribution. Et puis aussi, au-delà de ça, comment elle contribue positivement à la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire comment elle fait en sorte que les gens qui travaillent dans cette entreprise soient heureux d'y travailler, comment elle fait en sorte qu'elle s'inscrive dans un mouvement durable, c'est-à-dire qu'elle pense les conditions de sa propre survie, c'est-à-dire que si elle fait trop n'importe quoi, elle disparaît. Elle sera amenée, elle aussi, à disparaître avec le monde qu'elle contribue à faire disparaître. Donc, c'est ça qu'il faut penser. C'est pas juste un aménagement un peu comme ci, comme ça, de oui, on fait ça, mais en fait, il faudrait faire un peu différemment pour réduire les impacts, etc. Non, il faut repenser profondément les business des entreprises, les business models des entreprises à l'aune de leur contribution, de leur création de valeur sociale au sens tout à fait large. Et j'entends vraiment la responsabilité sociale, pas que sur la dimension environnementale, mais évidemment aussi sur l'aspect social au sens humain, et sur les hommes, parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans hommes. Je pense qu'on va en reparler assez longuement. Et voilà. Et dans cette idée d'entreprise citoyenne, j'ai effectivement coécrit avec Pierre Gattaz ce livre qui s'appelle 60 idées pour Emmanuel Macron, dans lequel simplement ce qu'on voulait dire, c'était que l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République a montré que finalement la société française, dans son ensemble, avait envie de s'engager. Les élections législatives l'ont montré. Candidats issus de la société civile, ils ont été débordés de dossiers. Les députés En Marche sont des gens comme vous et moi qui ont eu envie de s'engager en politique. La société française regorge de gens qui ont envie de s'engager et qui n'ont pas seulement envie de s'engager pour augmenter leur profit personnel, qui ont aussi envie de s'engager au service de la France et de la société. Et donc les 60 idées pour Emmanuel Macron, c'est 60 idées de gens issus de la société civile, autant d'hommes que de femmes. 60 parce qu'il y a 60 mois dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, on s'est dit une idée par jour, c'est beaucoup, une idée par mois, peut-être qu'il va y arriver. Donc une idée par mois, issue de... c'est des idées assez courtes sur l'ensemble des sujets, l'éducation, la santé, la paix, l'investissement, l'économie, évidemment, et portée par des gens qui, pour la plupart, les mettent déjà en œuvre à l'échelle de l'entreprise, de l'association, de leur métier dans la fonction publique, voilà. Autant d'hommes que de femmes, plutôt des jeunes, parce que c'est la génération Macron-Philippe, on voulait aussi donner un peu d'écho à ça, mais voilà, pour dire que la société française, dans son ensemble, bougeait, et que les personnes qui pensent ça, qui pensent que finalement il y a un grand mouvement autour à la fois des individus qui veulent s'engager et des entreprises qui veulent aussi contribuer positivement à la société. En fait, c'est pas des phénomènes isolés, c'est des choses qui sont là, qui sont en train de prendre et qui s'ancrent profondément et dont il faut évidemment tenir compte et tirer toutes les conséquences. Voilà, je sais pas si je suis aux 8 minutes, mais j'ai dit l'essentiel. 6 minutes, l'essentiel. Ah non, alors 6 minutes, il m'en reste 2. Et alors ces 2, je vais pas les gâcher. Ah bon? Attends, on fait une minute. Je te donne 1 minute, j'en garde une. Donc, la dernière chose que je voulais dire, c'est que effectivement, moi, quand j'ai commencé comme entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, j'ai été accompagnée à mes débuts par un incubateur qui a bien voulu croire en ce projet un peu foufou de développement durable porté par 2 filles de 25 ans sans expérience professionnelle. Cet incubateur s'appelait Paris Pionnière et je suis donc évidemment on leur doit beaucoup. On est resté très engagé dans cet incubateur, dans l'écosystème entrepreneurial en général et effectivement je suis devenue présidente de cet incubateur qui vient de changer de nom et qui s'appelle donc Willa et qui porte une idée qui je pense rejoint beaucoup aussi des choses qui vont se dire aujourd'hui, que dans la société française, dans la société mondiale en général, on a aussi besoin des femmes. Voilà. Donc Willa, c'est un incubateur qui accompagne des projets entrepreneuriaux dont au moins un des fondateurs est une fondatrice, parce qu'aujourd'hui dans l'univers start-up, sur 100 entreprises créées en France, il y en a 8 dans lesquelles il y a une femme.
Sur l'ensemble des fonds levés par des startups en France l'année dernière, il y a uniquement 7% des fonds qui vont dans des entreprises dans lesquelles il y a une femme. Le monde de l'innovation, le monde du pouvoir en général, économique et politique, est un monde masculin, mais le monde de l'innovation est un monde extrêmement masculin. Et évidemment, comme ce qui se joue dans l'innovation, c'est bien quelle société on dessine, quelle société on écrit pour demain. Il faut absolument que dans ce mouvement d'invention de l'avenir et d'écriture de l'avenir, on ait bien l'ensemble de la société qui le porte et pas seulement une moitié ou pas seulement une partie. Et donc c'est important que aussi bien les hommes et les femmes et tous les milieux sociaux et toutes les générations et toutes les nationalités participent à ce mouvement d'invention du monde de demain. Voilà. On va bien sûr en reparler. Vous vous approchez des 9 minutes. Merci beaucoup Marie-Georges, que vous pouvez applaudir. Et nous allons maintenant donner la parole à Jean-Jacques Chabanis pour un exercice similaire. Et là, je crois aussi que vous allez vous approcher des 9 minutes. Je n'aurai rien vu, mais je vous écoute. C'est à vous. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis vraiment ravi d'échanger sur ce sujet avec vous ce soir. Alors, en quelques mots, je suis donc Jean-Jacques Chabanis. Je suis originaire du sud de la France. Et l'accent dauphinois n'a pas réussi quand même à supplanter ce petit accent provençal qui est resté le mien. Et ça explique aussi le port de la chemise avec des flamants roses, puisque voilà, la Camargue est un territoire que j'adore. Alors Grenoble m'a accueilli, donc venant du sud de la France, dès l'année 1978. Et pendant de longues années universitaires où j'ai étudié dans une école concurrente à GEM qui s'appelle l'IAE, j'ai pu déjà travailler sur le binôme travail et bien-être. Ça veut dire que j'étudiais un peu, je travaillais quand même pas mal parce que j'ai eu aussi l'opportunité à cette époque-là d'avoir un double mandat. J'étais fonctionnaire de l'éducation nationale en tant que pion dans un internat la nuit. Et le jour, je travaillais aussi dans le cadre de l'OFUP, Office universitaire de presse, à permettre aux étudiants d'acheter des abonnements à tarif réduit. Et donc ça, c'est le côté travail. Et le côté épanouissement et bien-être, j'ai beaucoup profité des bienfaits de la région grenobloise, en passant par le ski l'hiver, la planche à voile, le deltaplane au printemps et à l'automne, et pour finir souvent à la mare au diable, pour les plus anciens qui doivent s'en rappeler. Voilà, donc, et j'ai croisé la route d'une PME régionale, qui s'appelle SAMSE, S-A-M-S-E, et qui m'a permis, dès ces années universitaires, de faire des stages étudiants. Donc je pratiquais déjà, moi, une alternance d'une certaine façon. Et grâce à ces stages étudiants, j'ai déjà mis un pied dans l'entreprise à un âge qui était relativement jeune. Et j'ai aussi vécu, dans ces années-là, 18 mois en Afrique noire, au Cameroun plus précisément. J'étais VSNA, volontaire du service national actif. Parce que je crois que mon côté rebelle n'aurait pas permis de porter les armes. Et par contre, j'étais déjà quasiment un peu dans l'humanitaire en Afrique noire pendant 18 mois. Et donc, je suis revenu sur Grenoble. Et en 1984, donc, le groupe SAMSE m'a proposé un premier CDI. Dans le cadre d'une mission d'ailleurs qui était plus une mission qu'un job et un emploi, qui était commercial, parce que voilà, j'avais fait des études, pour le préciser à l'IAE, c'était plutôt dans le domaine du commerce et du marketing. Voilà, donc la SAMSE m'embauche. La SAMSE à l'époque, c'était 500 personnes, c'était une cinquantaine de points de vente sur la région Rhône-Alpes, une entreprise détenue déjà à l'époque par ses propres salariés. Donc une entreprise d'origine, on va dire, familiale. Et là, je me suis engagé à fond dans la vie professionnelle. Et tellement à fond qu'en 1988, j'ai un peu craqué. Alors aujourd'hui, on appelle ça des burn-out. Je pense qu'à l'époque, le terme n'existait pas, mais ça devait ressembler à ça. Et donc, je suis parti faire un tour du monde. Et donc, je suis parti dans le cadre d'un congé sabbatique, avec l'aval de mon employeur et la garantie du retour d'ailleurs. Et je suis parti donc 8 mois faire le tour du monde avec un sac à dos. Il n'y avait pas Internet à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et j'avais donc mon sac à dos, et puis une carte bleue quand même, parce que je ne pouvais pas vivre simplement sans un peu d'argent, l'argent dont on va parler tout au cours de ce débat. Voilà, donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui, donc, je suis membre du CODIR du groupe SAMSE. Le groupe SAMSE, il a grandi, c'est 5500 personnes, c'est à peu près 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Je vais vous donner peu de chiffres ce soir,
et c'est à peu près 350 points de vente. Et plus précisément, j'ai la responsabilité d'un domaine qui est l'activité bricolage du groupe. On appellerait ça dans les termes anglo-saxons une business unit. Voilà, donc j'ai cette responsabilité-là et je la partage avec une équipe de direction dont certains membres sont dans l'assistance ce soir et que je salue parce que franchement, on fait une équipe de 18 qui est assez remarquable et qui nous a permis de transformer radicalement l'entreprise activité bricolage. Donc avec aujourd'hui, par capillarité d'ailleurs, des effets dans le groupe entier depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, en quelques slides, et je vais vous présenter ensuite un petit film. En quelques slides, et c'est moi qui ai la manette, je vais vous donner, ça sera le seul tableau chiffré, parce que les chiffres ne font plus partie de notre quotidien. Mais voilà, je voulais quand même vous présenter ce tableau. En gros, il dit quoi? Il dit que depuis 10 ans, et on aurait pu prendre sur 20 ans, cette entreprise, bricolage, la boîte à outils. Alors, la boîte à outils et l'entrepôt du bricolage, c'est la même chose. Hein, ne vous perdez pas dans les mots. Depuis 10 ans, son chiffre d'affaires a progressé. Depuis 10 ans, alors qu'on est sur un marché qui est assez flat depuis quelques années, donc on a gagné des parts de marché. Cette entreprise, elle a amélioré sa marge commerciale. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le discount, on est plutôt un peu dans le low cost. Sauf que dans ce low cost, il y a une économie que l'on n'a pas fait, c'est les charges de personnel. Il faut savoir que dans une activité comme la nôtre de retailer, à peu près 50% de la marge commerciale, elle est dégagée pour payer des collaborateurs, pour les former, pour les rémunérer et les récompenser quand ça marche bien. Et on a réussi ce pari un peu fou d'améliorer le résultat courant, c'est la courbe du haut, régulièrement, année après année, en réinvestissant chaque année plus que de normal, on va dire, sur les équipes et sur la formation et le recrutement des gens. Donc ça, c'est un premier tableau. Ça sera le seul où il y a des chiffres. Les trois qui vont suivre, ça, c'est un dessin que j'aime bien et qui, pour moi, explique que l'avenir des entreprises aujourd'hui, il est plutôt dans les entreprises de taille petite ou moyenne, agiles, coopératives, collaboratives, réactives, et je considère qu'on en fait partie, en comparaison à ces quelques groupes du CAC 40 qui sont pleins de process, qui sont chahutés justement par toutes ces entreprises. Alors dedans, il y a les startups, mais pas que. Donc ça, c'est un dessin que j'aime bien. Le deuxième dessin que je trouve bien aussi, qui est de Banshee, c'est ce côté, la surconsommation. Bon, et illustré par un code barre. Le code barre, c'est la référence dans le commerce. Ce dessin, il veut dire quoi? Il veut dire qu'à force de surconsommer, de gaspiller, les arbres ne montent pas au ciel. Et il va falloir, sous peine de mourir, il va falloir apprendre à moins gaspiller, à économiser et à vivre dans davantage de frugalité. Alors, c'est pas simple pour un commerçant de dire ça, parce que notre travail de tous les jours, c'est d'essayer de vendre plus. Mais on va surtout essayer de vendre mieux et de le faire différemment que peuvent le faire certains de nos concurrents. Troisième slide, c'est un nuage de mots. On est habitué aujourd'hui, nous, en interne, à faire, bien sûr, comme beaucoup d'entreprises, des enquêtes de satisfaction en interne. On est habitué à débriefer nos séminaires. Et aujourd'hui, avec un taux de participation qui est assez exceptionnel, de près de 80%, des collaborateurs qui répondent à nos enquêtes, systématiquement, les mots qui reviennent sont les 4 mots qui sont les plus apparents sur ce nuage de mots. C'est le mot humain, c'est le mot partage, c'est la solidarité, c'est la bienveillance. Donc ça, c'est du concret, c'est vécu tous les jours dans l'entreprise. Et c'est une grande fierté pour moi et pour mon équipe de pouvoir le revendiquer. Voilà, donc on se revendique donc comme une entreprise. Alors, il y a 2 termes possibles, libérée ou libérante. Moi, je préfère libérante parce que libérée laisserait imaginer qu'on était enfermé avant. Ça n'a jamais été le cas chez nous. Mais voilà, donc, et je vais vous le partager aussi à travers un petit film de 6 minutes. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Ça fait déjà 6 minutes. Aïe, aïe, aïe. Donc, je ne peux pas raccourcir le film. Je n'ai pas la maîtrise technique. Donc, on va le lancer. Donc, je vais le lancer très vite. Voilà, c'est un film. Il faut que j'appuie 2 fois, m'a-t-on dit. Voilà. C'est un film donc que je vais le surcommenter sans trop en dire quand même. On a réuni 350 collaborateurs sur les 1800
pendant 3 jours à l'Alpe d'Huez au mois de juin pour donner la vision de l'entreprise pour les 6 années à venir. Et dans ces collaborateurs, il y avait tous les profils. Dans la boîte, on va commencer par un moment de fête, seulement de fête. Un fil conducteur, désormais, pour accompagner notre vie d'entreprise. C'est le terme entreprise préférée. Et l'idée d'être réunis à 350, c'est aussi... C'est Pierre Maurice, pour ceux qui le connaissent. Pour partager un moment avec les autres. Et on a commencé effectivement par faire une grosse fête. Et là, donc, chacun des 40 magasins avait travaillé dans l'hiver pour proposer sous forme d'affiche sa vision de l'entreprise pour les 5 ans qui viennent. Donc, c'est super, beaucoup de créativité de la part des magasins. On a voulu que les collaborateurs en 2022 se sentent bien au travail. C'est riche. Ah ben moi je me régale, il y a plein de nouvelles idées là, c'est super. Il y en a que là, j'en ai fait 7-8 déjà d'affiches. Je ne pourrais pas toutes les faire, je pense aujourd'hui, mais je les verrai toutes. Et il y a déjà une matière là. On peut commencer tout de suite. Donc là on continue cet après-midi avec des sujets d'intérêt fabuleux pour l'avenir de l'entreprise et puis pour l'enrichissement des collaborateurs présents. Voilà, donc, super oui, donc, journée. on a fait intervenir des experts extérieurs. D'une quinzaine de minutes, et un petit peu d'eau fraîche sur le visage et bonne. Et nous allons maintenant accueillir nos intervenants extérieurs qui, je pense, vont un peu décoiffer l'Assemblée par des propos engagés. Je vous confirme, ils l'ont décoiffé et ça a fait beaucoup de bien à l'entreprise. Je travaille beaucoup sur ces questions-là, vers quel monde économique on peut aller et comment on va vivre ensemble dans les prochaines décennies. Ça m'intéresse toujours de venir en parler au plus grand nombre et d'avoir plus de 350 personnes qui vont entendre ce discours. C'est un effet viral qui peut être extrêmement intéressant parce que ça va conforter l'entreprise qui est déjà engagée dans la voie de la RSE du soutenable, aller encore plus loin. Et donc de dire aux gens, continuez, poursuivez vos efforts. On changera le monde si chacun de nous change son monde. Donc si chacun fait sa métanoïa par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à l'hyperconsommation, être capable de se dire finalement, je peux être heureux autrement. Ça, c'est un changement extrêmement profond et puissant. Et moi, je vous pose la question, qui est l'utopiste? Celui qui pense qu'on doit être des bâtisseurs et construire des entreprises soutenables et donner du sens à notre quotidien, ou celui qui tape dans le stock en pensant que ça va durer éternellement? Moi, ce que j'ai envie d'apporter, c'est de dire qu'on est tous différents et qu'on a tous une énergie différente et que ces énergies sont complémentaires. Et la force d'un collectif, c'est le fait que c'est l'autre avec moi qui va créer la différence. Et plus j'accepte et je respecte la différence de l'autre, plus je peux m'unir parce qu'il est complémentaire et non pas différent. Et puis on est toute une bande de conspirateurs positifs qui participons à une vision nouvelle de ce que peut être l'entreprise. Et un exemple le plus formidable de la région, c'est la boîte à outils. Bienveillance. Le courage, c'est la grâce des gens qui sont sous pression. Alors il y a le stress, vous le savez, mais quand on a peur, il faut savoir montrer son courage. Des intervenants pertinents, prenants, super prenants et qui donnent sur plein de visions sur l'avenir. Une invitation à la réflexion. Ouais, je crois qu'on a eu la chance aujourd'hui d'avoir des personnes entières qui viennent nous présenter leur vécu et leurs aspirations et c'était vraiment très sympa. Un grand moment de partage et d'humanité. Du plaisir, du plaisir, du plaisir. Une prise de conscience encore plus forte pour l'ensemble de nos collaborateurs. Oui, moi, je me posais la question si j'étais capable de recevoir ça tous là, en même temps à 350, mais ils m'ont tous confirmé. J'ai posé beaucoup de questions tout à l'heure. Ils ont dit génial, fabuleux. Toutes les populations de l'entreprise étaient représentées, des employés, des caissières, des manutentionnaires, des chauffeurs. Dernière demi-journée, intense déjà pour l'instant, et je pense qu'il y aura encore du lourd ce matin. Alors on travaille beaucoup avec les post-it. On n'est pas très développement durable dans ce cadre-là parce qu'on les jette. Chaque fois que vous allez réfléchir, mettre en place quelque chose, un outil, un device, un service, dites-vous, est-ce que vraiment, avec ça, je raconte ce que je suis et c'est ça que je dis à mon client. Donc, les affiches qui circulent, c'est toute la production des 2 journées. C'est l'ensemble de votre production et je crois qu'on peut
On peut nous applaudir. Il y a plus de 100 idées qui ont été émises et on en a déterminé 54 voilà, chantiers d'entreprise. Au terme de cette belle rencontre. Est-ce que vous avez le sentiment de repartir de ces 2 journées enrichis? Paris gagné pour ces chantiers d'avenir durant ces 2 jours, je pense que ça a été fabuleux. Et c'est à moi de développer ma vision, de prendre plus de recul, et c'est ce que je vous conseille à tous. Ne soyez pas à la merci finalement de tout ce qu'on vous dit, soyez vigilants et faites la part des choses avec votre cœur et vos yeux. C'est fabuleux la vie. Et quand la vie, elle est fabuleuse, qu'on est épanoui dans son travail, épanoui à titre perso, qu'on soit célibataire, marié avec enfant, divorcé, séparé, on s'en fout. Quand la vie, elle vous prend comme ça et que vous en profitez sans faire de mal à l'autre, mais en aidant les autres, eh bien là, ça vaut le coup d'être vécu. Donc on sent bien que derrière cette politique d'entreprise, il y a une vraie philosophie, on en parlera tout à l'heure. Place à Dominique Steller pour 8 minutes également. Je ne vous ferai pas l'affront, bien sûr, de faire le total de votre intervention, Jean-Jacques, mais tout à l'heure, il faudra rééquilibrer les temps de parole. Dominique Steller, c'est à vous. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonsoir à toutes et à tous. Je prends 2 secondes pour remercier tous nos partenaires qui sont là. Sans eux, tout ce qui se passe là n'existe pas. Pour remercier l'école, qui est certainement un des lieux fabuleux qui m'a permis de pouvoir parler de paix économique. Même si j'ai déjà dû le dire à un certain nombre d'entre vous, il faut imaginer ce que c'est que d'avoir une école qui s'appelle une business school et qui permet à certains de ses profs de parler de paix économique. Ça vous donnera une idée du challenge et du décalage. Le point par lequel je vais démarrer, c'est de poser ce que je vais raconter après autour de ce que l'ensemble de ces partenaires et des chercheurs présents quand on a créé cette chaire ont défini comme étant le but d'une entreprise. Dans la vision de cette entreprise, nous avons indiqué, nous croyons que le but d'une entreprise est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de contribuer au bien commun. Quand on a dit ça, on ne parlait pas de quelque chose de très lointain ou de quelque chose de très éphémère, on parlait de notre conviction profonde de ce qu'est le but d'une entreprise. Et pour que ce but soit atteint, cette entreprise va poser un ensemble d'objectifs de santé, de bien-être, de sécurité et de pérennité financière. Et il n'y a pas de décalage dans tout ce que je vais vous dire après entre ces deux mots-là. Ce qui va m'intéresser dans ce dont je veux parler ce soir pour ce titre entre profit et épanouissement, c'est de parler de représentation. C'est notre travail de chercheur d'aller regarder comment le monde évolue, comment il bouge, comment il est regardé. Et pour démarrer sur ces représentations, je vais vous donner un exemple d'un tweet que j'ai reçu il y a maintenant à peu près 2 mois, juste avant de faire une conférence. C'était une conférence pour la médecine du travail de Haute-Savoie. J'arrive quasiment à l'entrée, j'entends la petite alerte du tweet, donc je regarde ce tweet. Et je vois écrit quasiment mot à mot, je ne l'ai plus sous les yeux, mais je vais vous dire à peu près ce qui était dedans. Cher professeur Steller, vous êtes certainement quelqu'un de renommé sur le bien-être au travail, mais je vais vous dire une chose, pour pouvoir faire des affaires, il faut qu'il y ait du sang sur les murs. Et la paix économique, 3 petits points, je vous passe les mots qui sont après, parce que c'est des noms d'oiseaux qui ne sont pas super intéressants. Juste pendant un instant, je voudrais que vous regardiez à l'intérieur de vous, parce que là, vous en avez ri, combien cette représentation-là est présente et quelle forme elle a. Parce que je peux vous assurer qu'elle est présente. Elle peut s'appeler « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », elle peut s'appeler « No pain, no gain », elle peut s'appeler tout ce que vous voulez, mais nous sommes dans une culture, et je ne vois personne qui a 3 ans, 4 ans dans l'Assemblée, qui, depuis très longtemps, nous envoie une représentation du monde économique qui ressemble un petit peu à ça. Ça va être c'est mon point de départ, en fait. Travaillons sur les représentations. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que s'épanouir? Qu'est-ce que ça veut dire que faire entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire que commercer avec l'autre? Habituellement, je prends une autre représentation qui est celle de l'homme est un loup pour l'homme, et je vais la traverser vite, celle-ci, parce qu'en fait, Plaute, quand il écrit ça il y a très 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 longtemps, qui est un auteur de comédie romaine, ce qu'il dit en fait, c'est l'homme est un loup pour l'homme qu'il ne connaît pas. Et ensuite, Hobbes a dit l'homme est un loup pour l'homme quand il se sent en danger. Ce qu'on a retenu, en tout cas ce qu'on a voulu nous faire retenir, c'est l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire faites attention parce que votre voisin, votre voisine, là, si vous ne la surveillez pas correctement, on ne va pas tarder à vous mordre et va vous faire disparaître. L'intérêt de ce qu'a dit Marie avant ou de ce que nous a montré Jean-Jacques, c'est l'inverse. C'est comment je vais pouvoir à un moment donné résister à mes représentations pour pouvoir tout doucement avancer, contribuer, mobiliser d'autres réseaux de neurones, si je parlais sur des aspects neuroscientifiques,
pour pouvoir m'engager, venir, et mon remerciement vers vous ce soir, c'est que vous ne vous rendez pas compte de ça forcément, mais en 6 ans, on est passé d'une petite conférence de 80-90 personnes à une assemblée de plus de 400 personnes sur des sujets qui jusque-là ne touchaient pas beaucoup et pour lesquels aujourd'hui, avant la conférence, on reçoit des petits mots d'encouragement, des petits mots qui nous disent « allez-y, c'est bien, on y sera, on s'inscrit » et merci pour ça parce qu'on en a besoin. Une des choses qu'on partageait cet après-midi dans l'ensemble de ces représentations, c'est quand on parle de paix, quand on parle de bien-être, quand on parle de bonheur, spontanément, les gens ont l'impression qu'on va parler de quelque chose de forcément tout le temps agréable. Et la chose qu'on partageait pour les personnes présentes dans notre réunion, c'est si on veut parler de tout ça, il va falloir être solide. Il va falloir être solide parce que je suis sûr que si dans l'Assemblée, il y a des gens qui ont tenté des choses autour de ces sujets, ils savent à quel point il faut être solide. Ils savent à quel point ça va être difficile. Ils savent à quel point il va falloir lutter contre une chose majeure, c'est les représentations. Ce que ça dit habituellement, le monde du travail, et comment on attend que je me comporte dans une situation professionnelle. La deuxième représentation, je vais l'amener de façon un peu plus positive. Je me suis dit, bon, on va laisser tomber le sang sur les murs. Épanouissement, émerveillement, tout ça, c'est quelque chose de similaire. Voyons donc ce que nous dit le web. Le web étant la référence mondiale actuelle, je me suis dit qu'il devrait bien nous dire quelque chose d'intéressant sur épanouissement. Donc j'ai tapé épanouissement. Puis quand j'ai tapé épanouissement, j'ai vu ça. C'est-à-dire des enfants épanouis. Après, je me suis dit, bon, des enfants épanouis, c'est super. Je sais que les enfants ont le droit d'être épanouis, mais si je tape adultes et épanouissement, je trouve quoi? Puis là, déjà, il y a quelques adultes, mais si vous faites attention, ce sont des adultes plutôt avancés, parce que ceux qui sont en intermédiaire, ils n'ont pas complètement le droit d'être épanouis. Avant, j'ai le droit, puis dans adultes épanouis, vous voyez qu'il y a toujours des enfants. Après, j'ai le droit aussi, c'est-à-dire une fois que j'ai pu dire à tout le monde, maintenant ça suffit, vos âneries. Mais entre les deux, c'est pas si simple que ça. Alors je me suis dit, je vais taper épanouissement ou émerveillement et monde du travail. Et alors là, on est perdu. Parce que là, il n'y a plus rien. Il y a des fleurs, il y a des oiseaux, il y a une dame au milieu, il y a une BD en bas à droite. Mais épanouissement, monde du travail, monsieur Webb, il est paumé. Il ne sait pas. Il ne sait pas parce que dans notre système de représentation, ça n'est quasi pas possible. Si travail, c'est tripalium, du latin tripalium, instrument de torture à 3 branches, qui devient le verbe utilisé pour la torture au Moyen-Âge, travailler au corps, qu'on a gardé dans la boxe, qui devient le verbe qui va parler des souffrances de la femme en couche, le travail. Si ce mot-là, on le traîne depuis 2000 ans, c'est sacrément compliqué du jour au lendemain de switcher la représentation de qu'est-ce que ça va être que ce lieu de travail, où tout à coup on voudrait me faire croire que je vais m'y sentir bien. Je repose la question, comment donc individuellement toutes les personnes présentes, parce que c'est de ça dont on a besoin chez vous, vont pouvoir doucement résister à ces mobilisations-là pour qu'elles puissent basculer et qu'elles puissent provoquer ce que Jean-Jacques nous a montré juste avant. Alors à partir de là, je me suis dit, partons de notre titre. Et ce titre qui dit « Profit, épanouissement, mission impossible », est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il tient ou est-ce qu'il crée des contradictions? Et là, en le regardant, ce titre, je me suis dit, il est plein de contradictions. Première contradiction, on a mis les deux mots au même niveau. On s'est dit, finalement, épanouissement et monde du travail, mission impossible, ça reviendrait à dire, on a deux choses similaires, pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible? Et là, je me suis dit, il y a un premier souci. Le premier souci, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de confondre la fin et les moyens? Et puis, est-ce qu'on n'est pas en train d'inverser la fin et les moyens? Parce que jusqu'à présent, quand Jean-Jacques nous dit tout à l'heure, on n'a plus de chiffres dans notre entreprise, il est en train de nous dire, j'essaye de remettre la fin au bon endroit. Et la fin dans notre titre, elle est bien sur l'épanouissement. Dans le travail plus technique qu'on fait, ça pose la question de comment est-ce qu'on va vers l'épanouissement de l'ensemble des parties prenantes, de la personne à l'employé, au manager, au représentant syndical, à l'entreprise, à son environnement, à son client, jusqu'à son concurrent. Normalement, quand j'arrive là, ça soulève quelques hauts le cœur. Jusqu'à son concurrent, voulant dire, et si finalement une économie pacifiée, c'est une économie qui, étant collaborative, se posait la question et disait, si je reprends le titre de Loïc Roche, ma maison est d'autant plus belle que la maison de mon voisin est aussi belle. Et non pas ma maison est d'autant plus belle que celle de mon voisin, je l'ai détruite, ou je l'ai salie, ou je l'ai taguée pour qu'elle ne fonctionne pas. Première confusion donc, ne confondons pas la fin et les moyens. Quand cette chaire a été créée, nous avons mis comme fin l'épanouissement de l'ensemble des parties prenantes et nous avons mis comme moyen l'argent, les richesses, les valeurs que cette société ou cette entreprise était capable de créer. La confusion suivante, elle me plaît bien aussi. La confusion suivante. Elle dit, OK, on les met ensemble au même niveau, mais on les sépare quand même. Faut peut-être pas déconner, c'est pas la même chose.
Le loisir, la détente, le bien-être, c'est en dehors du travail. Au travail, on n'est pas là pour ça. Je ne vais pas prendre la phrase de on est là pour on va dire, en baver. Mais il y a en même temps quelque chose qui ne veut pas qu'on les rassemble, qui ne veut pas qu'on accepte que ces deux-là peuvent fonctionner en même temps. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Souvenez-vous, quand vous étiez petit et petite, le travail qu'on vous fait faire et qu'on vous oblige à faire, on vous dit tu vas le faire jusqu'au bout parce que tu n'es pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler au travail, sauf quand on regarde des images comme la boîte à outils, où manifestement on voit bien qu'en rigolant, il y a des choses qui se passent bien. Donc dans ce lieu épanouissement et profit, deuxième confusion et deuxième attention sur lesquelles il va falloir que je résiste à mes schémas mentaux, c'est ne pas trop les séparer. Ils ont bien un fonctionnement similaire, et si je veux que ma vie ait un sens, elle ne se passera pas que dans le temps hors du temps de travail. Troisième confusion. Je me perds dans mes papiers. Troisième confusion, c'est carotte et patate. Carotte et patate, ça dit quoi? Ça dit, n'est-on pas en train d'utiliser la fin pour faire progresser les moyens? Cet après-midi encore, s'est posé une question à laquelle j'ai toujours du mal à répondre, parce que la question d'après, c'est on me dit, est-ce que vous avez des travaux de recherche qui prouvent que? La question est, et si on tentait de prouver qu'une entreprise qui va bien, dont les gens sont détendus, elle performe mieux? Ce dont nous sommes tous convaincus. Mais au-delà d'en être convaincus, là où je voudrais signifier quelque chose, c'est attention. Ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure quand il dit on abandonne les chiffres, et je ne vous montre qu'un tableau de chiffres, c'est pour avoir un argument qui va vous dire on sait que ça marche, on a envie que ça marche comme ça, et on y va, et ça fonctionne. Mais si je confonds la fin et les moyens, c'est-à-dire que si à un moment donné, je vais prendre un exemple super simple, je suis le patron et je vous dis va donc faire un séminaire de pleine conscience, parce que tu verras, une fois que tu l'auras fait, tu produiras mieux, ben, je suis reparti à mon point de départ. Il y a encore une fois quelque chose qui dysfonctionne. La fin, la finalité, c'est bien comment j'ai une vie pleine et entière, comment je contribue, comment je me mets au service, comment je crée du lien social avec l'autre, avec l'équipe, avec l'entreprise, avec l'extérieur de l'entreprise. C'est ça la finalité. Créer un tissu social, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, si vous regardez nos luttes, y compris nos luttes armées, elles se créent la plupart du temps parce qu'on a un tissu social qui se délite. Le pari qu'on fait, nous, là, c'est de dire l'entreprise est encore le lieu qui peut créer du lien social et éviter qu'on aille à des conflits qui soient beaucoup plus violents que ce qu'on imagine pour l'instant. Alors bien entendu, j'ai encore une confusion. Ça sera presque ma dernière. Croire que les moyens sont un lieu d'épanouissement. Là aussi, vous pourriez me dire, non, non, je sais bien que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Ouais, je vous dirais, vous le savez, intellectuellement vous le savez, quand tout va bien, quand vous n'êtes pas tendu. Rentrez donc encore un peu à l'intérieur et regardez à quel point ça a de l'impact. À quel point, à un moment donné, je finis par me dire, ok, je vais bosser, et puis je vais bosser un petit peu plus parce que je gagnerai plus. Comme ça, gagner en plus, j'aurai à un moment donné un temps dans lequel je pourrais me détendre. Alors, l'exemple que je prends depuis très longtemps, y compris dans cette salle avec ces étudiants, vous allez voir, marche toujours bien. Vous êtes à l'école maternelle, vous vous amusez bien, au bout d'un certain temps, vous vous ennuyez, puis vos parents vous disent accroche-toi, c'est un petit peu dur, mais tu verras plus tard, ça ira bien. Vous êtes à l'école primaire, c'est super la première année, au bout d'un certain temps, vous vous ennuyez, vos parents vous disent accroche-toi, tu verras quand tu seras au collège, ça sera super. Vous êtes au collège, hein, vous vous accrochez, on vous dit tu verras quand tu auras ton BEPC, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, tu iras au lycée, ça sera super bien. Vous avez votre bac, on vous dit maintenant accroche-toi bien parce qu'il faut quand même rentrer dans une école, l'université. Quand tu auras vraiment ton diplôme, ça sera super, tu auras un boulot. Quand vous avez un boulot, on vous dit oulala, accroche-toi parce que maintenant tu as la période d'essai. Quand tu auras fini la période d'essai, peut-être tu pourras te calmer un petit peu, tu auras le droit d'être en forme. Puis quand vous avez la période d'essai, arrive un projet, un deuxième projet, l'ambition de devenir je ne sais quoi, directeur. Et tout à coup, normalement, vous arrivez à un endroit à peu près standard, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent l'en citer là, c'est de se dire allez, si tu tires bien et tu t'accroches encore un petit peu, dans quelques années, tu auras la retraite et ça ira bien. Et s'il y a des retraités dans la salle, normalement, ils pourraient vous dire, bon, j'y suis, mais j'ai encore pas bien compris le schéma qu'on m'a expliqué pendant aussi longtemps. Donc cette quatrième confusion, elle dit ça. Elle dit, attention, si je porte complètement intérêt et si je confonds la fin et les moyens, à un moment donné, j'ai une représentation de la vie qui est complètement biaisée, qui devient totalement automatisée et qui me fait perdre complètement contact avec des choses qui ont été évoquées jusqu'à présent, c'est-à-dire l'épanouissement, la bienveillance, la gentillesse, le lien social, tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Et tout ce qui, à un moment donné, nous permettra collectivement de lutter pour quelque chose qui, pour moi, est fondamental, c'est la dignité humaine. Comment la paix économique peut devenir une école de la dignité? Comment on garde ce lieu-là comme lieu fondamental de ce qu'on fait ensemble? Et puis j'ai voulu terminer sur ce point-là parce qu'il a été
une discussion très longue entre Antoine Lutz. Antoine Lutz est un neuroscientifique qui est à l'INSERM à Lyon et qui travaille sur la pleine conscience. Et ça fait 1 an et demi qu'on fait des conférences en commun et on a des points divergents à certains lieux. L'un des points divergents étant que comme il est dans une science dure, il a tendance à me dire avec beaucoup de gentillesse, parce que c'est quelqu'un de très gentil, que comme je suis dans les sciences sociales, c'est quand même moins solide que les sciences dures, mais que les neurosciences savent très bien ce qui se passe. Et ce jour-là, dans la voiture, je suis en train de lire un ouvrage que je vous recommande qui s'appelle « L'art de la fragilité » d'Alessandro d'Avegna, un littéraire italien. Et Alessandro d'Avegna prend un exemple qui est parfait et qui va être la fin de mon discours. Alessandro d'Avegna dit « Si vous présentez à un enfant de 3 ans un billet de 100 €, il n'aura aucune réaction. Aucune. Il n'y a rien dans ses connexions neuronales qui vont lui faire dire « ça c'est le bonheur » ou « c'est l'épanouissement ». Par contre, si vous le reprenez 20 ans après, il aura eu suffisamment d'éducation ou de matraquage pour tout à coup faire une confusion qui était mon point numéro 4, qui est catastrophique, c'est de se dire « il y a », c'est ce que fait le petit garçon de droite, « il y a dans ce lieu mon futur épanouissement ». Et il va passer son temps de vie à courir après ce lieu d'épanouissement potentiel pour retraverser toute cette vie que j'évoquais tout à l'heure. Et Alessandro d'Avegna dit à ce moment-là, à l'inverse, présentez donc à ce même enfant de 3 ans une fleur, un petit lapin ou un oiseau, et vous allez voir que spontanément, il a un émerveillement, sans même savoir pourquoi. C'est cet endroit-là qu'il faut qu'on aille chercher en nous dans l'entreprise, parce que c'est cet endroit-là qui va nous permettre de recréer du lien, de nous remettre en connexion, de recréer de la bienveillance, de recréer de l'amour. Je prends des gros mots, je suis vraiment désolé. Et c'est ça qui nous permettra à un moment donné d'avoir une chance de préserver une société ou des entreprises qui sont réellement fonctionnelles et réellement durables. Merci beaucoup. Merci Dominique. On va oublier le timing, on va revoir un petit peu la redistribution des temps de parole, il va falloir qu'on s'adapte. Quand je vous entends, je pense notamment à un secteur pour lequel je travaille régulièrement, qui est le secteur bancaire. Je les respecte profondément, ils m'ont appris beaucoup de choses. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça n'est pas ceux qui en parlent le plus de tous ces sujets que vous venez d'évoquer, qui finalement en font le moins? Est-ce qu'on n'est pas dans le saupoudrage, dans la publicité, dans un effet cosmétique, Marie? Oui et non. On en parle beaucoup. Il y a du cosmétique. Je pense que c'est de moins en moins possible. On en parle beaucoup, mais c'est vrai. Les entreprises qui font du saupoudrage ou qui font du cosmétique ou qui disent qu'elles font alors qu'elles ne font pas vraiment, etc., elles peuvent rapidement vraiment en payer le prix fort sur les réseaux sociaux. N'importe qui aujourd'hui peut écrire la réalité telle qu'elle est vécue par les gens à l'intérieur de l'entreprise. Pendant longtemps, l'entreprise, ça a été un monde où on a pensé qu'il y avait une vraie porosité entre l'intérieur et l'extérieur. On disait il y a la communication interne et puis il y a la communication externe. Il y a ce qu'on dit à l'intérieur qui reste à l'intérieur et puis il y a ce qu'on veut bien dire à l'extérieur. En fait, ça n'existe plus aujourd'hui. Tout ce qu'on dit à l'intérieur est dit à l'extérieur. D'ailleurs, c'était intéressant que vous montriez un film qui est le film d'un séminaire qui est un document interne. Enfin, je veux dire au sens où c'est quelque chose que vous avez fait avec vos collaborateurs pour montrer à vos collaborateurs et que vous montrez aussi à l'extérieur. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe dedans est su dehors. Et donc je crois qu'on ne peut plus vraiment raconter n'importe quoi, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, quelle distance y a-t-il du discours à la réalité? Il y a une distance, il y a même parfois un fossé. La question, c'est comment on comble cette distance et comment on fait pour que de l'intention à la réalisation, pour que de la déclaration à la mise en œuvre opérationnelle, on réduise l'écart le plus fortement possible. Ce qui est clair, c'est que il faut à chaque fois des volontés très fortes et des convictions très fortes qui sont profondément ancrées dans les dirigeants. Et je pense que tout ça, enfin on l'a dit tous, mais tout ça, la transformation des entreprises, la transformation de notre modèle économique, repenser les choses différemment, ça va fonctionner avec les gens, ça part des hommes. Et donc ça part dans les entreprises de gens qui sont aux manettes, donc de dirigeants qui sont profondément convaincus et qui y mettent toute leur énergie et qui entraînent l'ensemble des collaborateurs dans cette dynamique-là. Donc moi je crois qu'il y a très fort aujourd'hui
ce mouvement, qu'on a beaucoup de dirigeants qui sont profondément convaincus. Quand vous entendez un Emmanuel Faber, on parle de lui parce qu'il est probablement le plus emblématique de tous, parce que c'est celui qui a le discours le plus fort et le plus engagé. Moi, j'ai entendu Emmanuel Faber parler devant 5000 chefs d'entreprise du MEDEF en leur disant « On est bien tous d'accord, la finalité de l'entreprise n'est pas de gagner de l'argent. » Je pense qu'il y a la moitié de la salle qui s'étranglait, mais peu importe. Donc, il disait ça d'un air de connivence. On est bien d'accord, la finalité de l'entreprise n'est pas de gagner de l'argent, la finalité de l'entreprise, c'est la justice sociale. Bon, ok, quoi. Il dirige Danone. Bon, alors, après, on peut dire c'est quoi la réalité à l'intérieur de Danone, c'est quoi voilà. N'empêche que lui, il est là, il dit ça, il est très engagé sur ces sujets, il va faire de Danone la première bicorp française, il en parle partout où il va, il ne parle que de ça, il tape dans le dos de Patrick Pouyanné en lui disant « Toi aussi, hein, patron de Total, toi aussi, tu es d'accord avec moi ?» Patrick Pouyanné dit « Oui, d'accord, oui, je suis un peu d'accord, je le dirai pas en ces termes, mais je suis un peu d'accord. » Bon, et en fait, il fait un vrai boulot. Alors oui, c'est vrai qu'entre ce que dit Emmanuel Faber et la réalité de l'entreprise, il y a un monde. Mais il y a un mouvement. Voilà. Mais il y a un mouvement, il y a une sincérité, il y a quelque chose qui va sans doute advenir grâce à ça. Réaction rapide d'un chef d'entreprise, Jean-Jacques Chapadis. Très rapide. Je pense que ceux qui penseraient encore aujourd'hui que c'est une mode, je pense qu'ils se trompent. Je trouve qu'il y a un mouvement de fond que nous, on constate en tant que chef d'entreprise dans nos relations directes et indirectes. Et que ce mouvement de fond, il est tellement fondamental qu'on ne pourra pas y échapper. Donc autant s'y préparer. Quant aux dirigeants du CAC 40, que je ne côtoie pas, mais dont je sais qu'ils sont assez sensibles, finalement, ce n'est pas eux le problème. Je crois que c'est dans les échelons intermédiaires, dans les dirigeants intermédiaires, les chefs de business unit, etc., que les gens ont du mal à changer et du mal à comprendre les enjeux qui sont des enjeux planétaires, puisque c'est Yannick Roudot qui le disait, on va dans le mur. Si on ne change pas des pratiques au quotidien, on va dans le mur, on sera 10 milliards en 2050. La planète ne pourra pas nous accueillir si on ne travaille pas différemment. Et le monde de l'entreprise fait partie de la vie, quoi. Réaction de Dominique Steller. Et est-ce que tout cela annonce la fin du capitalisme ? Wow. Merci Alexandre. C'est pour toi cette question. On a parlé de refonte du modèle. Alors je vais démarrer par la première question. Elle m'allait bien la première question. Ça te laisse le temps de réfléchir à la réponse. Ça laisse le temps que cette partie-là réfléchisse. À la première question qui était est-ce que c'est pas ceux qui en parlent le plus qui en font le moins, j'ai une partie de la réponse qui va dans le même sens que Marie. Il me semble qu'on a besoin de dirigeants pour une raison majeure, ce sont eux qui vont dégager des espaces de liberté pour que chacun d'entre nous puisse faire. Si ces dirigeants-là ne prennent pas cette posture-là, s'ils ne dégagent pas ces endroits-là, nous ne pouvons pas avancer. Pour des tas de raisons que vous connaissez, là, quand je faisais des audits du stress au travail, à l'époque ça s'appelait comme ça, un des symptômes majeurs c'était la liberté d'expression, dit dans l'autre sens le droit au désaccord. Je ne me sens pas libre d'exprimer ou je ne m'en sens pas le droit au désaccord. Si je veux, à un moment donné, dans le monde du travail, commencer à pouvoir prononcer des gros mots comme tout à l'heure, d'amour, de bienveillance, de coopération, ou de dire on n'a plus besoin des chiffres ni des KPI, j'ai intérêt à avoir au-dessus de moi ou autour de moi des managers qui dégagent un espace dans lequel j'ai le droit de dire ça. Et je me sens libre, et en plus j'ai l'impression de contribuer correctement quand je le dis. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, ce qui fait qu'à la question, je me dis en fait, ceux qui le font pour du vent, ils vont disparaître très très vite, ils n'auront pas la solidité, ils n'arriveront pas à tenir. Je me souviens d'une anecdote avec Antoine Raymond qui est quelque part dans l'Assemblée, où un grand dirigeant français était venu, et avec Antoine m'avait invité pour qu'on présente tout le travail qui était fait chez Raymond sur les valeurs, et pourtant ce monsieur était très connu sur le sujet, et au bout de 30 secondes, il nous a regardé, il a dit Antoine, entre nous, on sait que c'est pour le folklore ça. Ce qui nous a tous les deux dépités, mais ce qui me fait conclure à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, de toute façon, ça ne peut pas tenir, ça demande trop d'investissement, trop d'énergie. Est-ce que ça va transformer le capitalisme ? J'aimerais bien que ça transforme une part de ce que je mets, moi, dans mon langage, donc s'il vous plaît, n'y mettez pas de vision politique particulière, de libéralisme, c'est-à-dire comment ça me donne de l'espace de liberté pour pouvoir fonctionner. J'espère que ça va transformer ça. J'espère que ça va redonner de la vie. Tout à l'heure, dans le petit film, il y a quelque chose que j'ai traduit, moi, par l'un des mottos des médecins qui est primum non nocere, c'est-à-dire en premier, ne pas nuire. Est-ce que je peux regarder systématiquement dans mes actions, pas forcément si elles font du bien, c'est super compliqué, et puis c'est des fois tendancieux, puis je ne sais pas trop si je fais du bien pour l'autre, pour moi, je ne sais pas trop. Mais au moins, est-ce que je ne nuis pas ?
Ce qui fait que dans un bénéfice, ça je l'emprunte à Patrick Vivray, que je remercie pour ça, est-ce que je peux, quand je suis dirigeant, regarder dans mon bénéfice à quel point il y a des maléfices pour pouvoir les identifier et les évacuer? Et je pense que là, on commence à avoir un début de réponse à la question qui était posée. Je voudrais juste faire un petit apport de plus par rapport à ce que vous disiez. En supposant qu'une équipe dirigeante a fait sa mutation, ce qui est notre cas chez nous, les difficultés qui se posent aujourd'hui sont souvent des difficultés sur des populations qu'on appelle les xennials, c'est-à-dire des gens qui ont entre 45 et 55 ans aujourd'hui, qui ont en général, dans le cursus, pris des responsabilités et qui sont trop vieux pour être jeunes et trop jeunes pour être vieux. Et ces gens-là sont en difficulté dans l'entreprise et nous, on y accorde beaucoup d'importance parce que c'est des chaînons indispensables pour faire passer justement les messages. Et peut-être d'ailleurs défendent-ils un petit peu leur pouvoir, leur précaré tout au moins. Probablement, entre autres, oui. Alors, on va essayer de répondre concrètement à la question. Maintenant, comment on peut faire pour réussir à avoir d'un côté de l'épanouissement, de l'autre du profit? On a parlé beaucoup de dialogue en introduction. J'aimerais qu'on essaye d'aller un peu plus loin. Comment vous faites chez vous, Jean-Jacques Chapalis, pour réussir cette quadrature du cercle? Plus que le dialogue, c'est un respect de l'un par rapport à l'autre. Beaucoup d'écoute. Donner la parole aux gens, les écouter, mais avec intensité, pas juste de façon légère. Et puis voilà, partager des projets, partager un rêve quelque part. Et du coup, on arrive à faire des choses extraordinaires. Donc voilà, c'est plus que du dialogue, c'est un respect mutuel et pouvoir imaginer que la solution à une problématique peut venir de n'importe où. Marie, Dominique, sur cet aspect, sur ce comment? Oui, sur le comment, sur la méthode. Nous, ce qu'on pratique beaucoup avec les entreprises qui ont envie d'avancer sur ces sujets, en général, faut pas non plus. Les entreprises, elles se sentent, parce que je suis complètement d'accord, je rebondis sur ce que tu dis, hein, tout l'univers symbolique de l'économie, il est guerrier. D'ailleurs, la stratégie d'entreprise, c'est Sun Tzu, l'art de la guerre, et toute la stratégie d'entreprise et toutes les méthodes qu'on apprend en business school de stratégie d'entreprise viennent de ça. C'est-à-dire qu'on part du principe que c'est une guerre, d'accord ? Il faut que j'ai plus de parts de marché que toi. C'est ça le mode de réflexion, le cadre symbolique de la réflexion. Donc effectivement, on est dans un univers guerrier où l'entreprise, c'est comme un être en danger qui doit subir les assauts de ses concurrents, les variations du marché, et qui doit minimiser son risque et être tout le temps en position défensive. Et donc, l'entreprise, elle se vit comme une entité attaquée qui doit se protéger. Et en fait, ce qui est important quand on dit, en fait, il faut essayer de dépasser ça et de penser différemment, ça veut dire que l'entreprise doit être capable d'entamer un dialogue avec ses parties prenantes. C'est-à-dire que de même qu'elle fait un mapping de l'ensemble de ses risques avec ses concurrents, la compétition d'un côté, les institutions, les organismes réglementaires, tous les gens qui peuvent potentiellement, les médias, les ONG, les collaborateurs, toutes les parties prenantes de l'entreprise, les fournisseurs, les clients, etc. Et qu'elle aujourd'hui, elle le voit en mode risque, c'est-à-dire comment je fais pour me protéger, comment je fais pour répondre le mieux à... Voilà. Il faut l'amener à voir ça en se disant, OK, avec qui je peux ouvrir un dialogue pour essayer de trouver un chemin ensemble sur quelque chose qui soit équilibré, qui soit win-win pour tout le monde. Et donc, ça veut dire que l'entreprise doit se mettre dans une logique où elle doit se mettre à discuter avec des gens dont, jusqu'à présent, elle était plutôt en mode hyper défensif et hyper fermé. Donc, elle doit discuter avec ses collaborateurs. C'est vrai que c'est un truc fou. Enfin, je veux dire, ce qu'on voit là, c'est-à-dire de dire les collaborateurs de l'entreprise font la stratégie de l'entreprise. Et c'est pas juste on l'a fait puis après on vous demande si vous êtes d'accord. Non, c'est donnez-nous vos idées en fait, parce que vous y travaillez toute la journée comme nous, donc vous avez sans doute des idées sur ce qu'il faut faire. C'est ça le principe de l'entreprise libérée, hein. C'est de donner l'autonomie et la capacité de décision. Et de faire, parce que finalement, on présuppose que celui qui travaille sur la chaîne de production toute la journée, il est mieux placé que le mec qui est 3 échelons au-dessus dans un bureau qui voit jamais la chaîne de prod pour savoir comment on doit s'organiser pour faire fonctionner la machine. Et effectivement, ça a l'air d'être du bon sens, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc,
comment on fait pour que l'entreprise, elle écoute vraiment ses collaborateurs? Comment on fait pour que l'entreprise, elle se mette dans une stratégie de dialogue et d'ouverture avec les gens qui, hier, étaient ceux qui l'attaquaient? Les entreprises avec qui je travaille, qui se font souvent prendre à partie par les ONG parce qu'elles ont fait n'importe quoi avec leurs déchets, parce qu'elles ont fait... Bref, etc. C'est des relations très conflictuelles. Nous, on essaie d'ouvrir en disant, écoutez, bon, là, il faut que ça change. Essayons de nous mettre autour d'une même table, ça c'est déjà pas complètement facile, mettons-nous autour d'une table, vous, ONG, défenseurs de tel aspect, vous voulez quoi? Nous, l'entreprise, on en est où? Comment on peut essayer de trouver un chemin qui nous emmène à faire progresser Schmilblick tous ensemble, parce que ni vous ni nous, on a intérêt à ce que la situation, elle reste comme ça. Donc oui, la méthode, la concertation, c'est-à-dire se mettre autour de la table, dialoguer, chacun donne son point de vue et là où il veut arriver, et on y va ensemble. Quand on voit la grève SNCF, vous pensez que c'est possible dans notre pays? Oui, mais oui, en fait, je pense que c'est possible. Et je pense d'ailleurs que les conflits, ça n'a pas l'air comme ça. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à parvenir jusqu'ici aujourd'hui, beaucoup de mal. Je ne pensais pas Messissi, grève plus accident de train, bref, ça a été compliqué. Mais si, je pense que les conflits, ce qu'on appelle les conflits sociaux, sont en fait c'est beaucoup moins durs d'année en année, qu'il ne l'était il y a 5 ans, qu'il ne l'était il y a 10 ans, qu'il ne l'était il y a 50 ans. Enfin, je veux dire, c'est rien. On va arriver à trouver une solution et on va arriver à se mettre autour de la table et à trouver quelque chose qui convient à tout le monde. C'est un peu long quand même, vous êtes d'accord? Non, mais c'est long. Oui, bah, c'est long pour les usagers que nous sommes. C'est pas facile. J'en profite. Je coupe presque la parole, mais je viens de retrouver une phrase que j'aime beaucoup, qui n'est pas de moi. Avant, on était dans le monde de la prédiction, du budget et du contrôle. Aujourd'hui, il faut ressentir les situations et s'ajuster. Donc, être à l'écoute, ouvert sur le monde. Réaction de Dominique Steller sur cet aspect dialogue, sur le comment, toujours très concret. Le comment, on a choisi de faire nous. En tout cas, le point de départ n'était pas forcément un choix d'ailleurs. Les premiers dirigeants qui nous contactent en disant, en rentrant en discussion et en amenant à quelque chose qui va devenir ce centre de recherche, vont poser 2 questions majeures, enfin vont dire 2 choses importantes. La première chose était, si on fait des affaires de cette manière-là encore pendant un certain nombre d'années, on va finir par se détruire les uns les autres. Se détruire les uns les autres, ça n'était pas une vision édulcorée de la chose, c'était se détruire les uns les autres. Parce que planète non suffisante pour un nombre de plus en plus important, et dans tous les travaux d'éthologie animale depuis à peu près 50-60 ans, on sait très bien que si sur une petite île, on met un nombre d'animaux un peu trop nombreux, normalement, à un moment donné, ils vont se tuer les uns les autres. Donc, la première question qui nous était posée, c'est celle-ci. Et la deuxième, pour moi, est encore plus fondamentale, c'est: seriez-vous prêt à créer un lieu de recherche qui devrait non pas nous servir à créer des solutions concrètes immédiates, mais à nous permettre d'avoir un endroit dans lequel on pourra se retirer un peu du monde pour réfléchir ensemble sur comment on va inventer quelque chose de différent? Un point important, tous ces gens qui sont là n'ont pas attendu d'être avec nous pour avoir réfléchi à ces points-là. C'est pas ça qu'ils sont venus chercher. Ce qu'ils sont venus chercher, c'est: est-ce qu'on peut se mettre ensemble? C'est ça que je vous dis quand je vous dis tout à l'heure, soyez avec nous, levez-vous. Le comment on fait, pour moi, c'est ça, c'est je me mets debout. C'est je me mets debout et journalièrement, je me mets debout. Et journalièrement, j'y vais. Je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, mais il y avait quelque chose entre le courage et la peur. Je vais prolonger la phrase. Il n'y a pas de courage sans peur. Tournez-le comme vous voulez. Vous n'êtes pas courageux si vous n'avez pas peur. Vous n'êtes courageux que quand vous avez peur. Et je vais rentrer dans le comment de façon un peu plus concrète. On a choisi, nous, 3 axes. Un axe qui traite de l'intime, qui dit on va travailler avec la personne et lui permettre de tenter ce courage-là avec le plus de précaution et de bienveillance possible, parce que ce courage-là va être aussi celui de se dire: je vois mieux mes fragilités, je vois mieux mes oscillations, je vois mieux mes vulnérabilités, et je vais tenter de les calmer, d'en prendre soin, de les prendre dans mes bras comme un petit bébé, mais je vois mieux aussi mes lumières, et je vais finir par me dire: mais j'ai pas le droit de les laisser de côté, je dois me lever pour aller contribuer et raconter ce que je vais raconter. Ça, c'est notre comment sur l'intime. Même si ça ne donne pas de technique, ça dit l'orientation en tout cas. Ensuite, on a choisi un comment sur le collectif. Et tout à l'heure, j'en ai parlé. La question clé que vous avez évoquée tous les deux, c'est vraiment comment je crée du lien. Je ne peux pas rester seul sur ce sujet-là. C'est trop compliqué, 1, et 2, ça n'existe pas. Vous ne serez jamais, je suis désolé, des êtres autonomes, libres et indépendants. Et vous serez toujours des êtres vivant dans un collectif et totalement, fondamentalement interdépendants les uns des autres jusqu'à la fin de vos jours. Pour que cette chose-là arrive devant moi et que j'ai le droit de boire ce soir, si on avait le temps, on ferait une petite méditation ensemble et vous verrez qu'on pourrait passer 2 heures à méditer et à remonter la chaîne de toutes les personnes qui ont été nécessaires pour que ce soir je puisse boire.
C'est ça, la dimension intercollective et comment on recrée du lien social, en fait, qui est vraiment quelque chose qui s'est délité petit à petit dans le monde du travail. Et puis le troisième axe qu'on a créé, ça a été de dire, on est dans une école de management, on a avec nous des collègues, on va essayer de travailler de façon multidisciplinaire. On a des gens du marketing, on a des gens des achats, on a des gens de la finance, on a des fois des juristes, c'est un peu plus compliqué pour l'instant. On a des gens de l'extérieur, on a des anthropologues qui ont travaillé avec nous, on a une philosophe qui travaille avec nous de temps en temps, on a un moine qui travaille avec nous, et on essaie de regarder par toutes ces entrées pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'être humain ensemble, et comment sur tous ces axes on va pouvoir bouger des choses. Donc je vais prendre 2 éléments concrets parce qu'ils me traversent l'esprit, et je crois que Hugues est par là, donc ça le remerciera en même temps. Quand mon collègue Hugues travaille sur les achats collaboratifs et que la question qu'il pose, c'est comment on passe d'un acheteur cost-killer à un acheteur collaboratif, il pose une question qui répond au comment, qui est fondamental. Comment, à un moment donné, je suis capable de mettre debout et de dire ça suffit. Mon job, c'est pas de compresser mon fournisseur au point de le faire mourir. Mon job, c'est de voir comment je vais pouvoir travailler avec lui pour que je grandisse et que lui grandisse. Un autre exemple, je ne sais pas si cette collègue-là est là, mais qui travaille en contrôle de gestion et qui, elle, dit autre chose contre quoi des fois des gens comme nous luttent, c'est de dire le contrôle, c'est pas bien, le contrôle de gestion, c'est pas bien. Elle dit, mais un outil de contrôle, c'est pas si mal, on en a besoin aussi un petit peu. Par contre, ce qui est pas bien, c'est quand je crée un contexte qui va faire que je deviens un contrôleur de mon outil de contrôle. Et qu'à un moment donné, je vais tuer la personne parce que cette personne ne sera plus là pour faire son métier, mais qu'elle sera juste là pour tenter de contrôler si son outil de contrôle fonctionne bien. Ce qui, normalement, va faire qu'à la fin, elle sera plus contente, elle aura envie de partir et elle n'aura pas fait son boulot. Je vais terminer avec cet exemple-là. Il y a déjà assez longtemps, je travaille avec un organisme qui fait des prêts financiers. Dans cet organisme, il y a des gens qui travaillent au recouvrement. Et ces gens du recouvrement disent... Il y a quelques années encore, notre métier était bien. Il était de rentrer en relation avec les gens en difficulté, de créer un plan de recouvrement avec eux qui leur permettrait de rembourser sans les tuer et qui nous permettrait de récupérer notre argent pour que l'entreprise puisse fonctionner. Et ces gens continuent en disant, depuis 5 ans, on nous donne un tableau Excel tous les lundis matins. À la fin de chaque colonne qui correspond à chaque jour, il y a un montant. Et toutes les 2 heures, notre manager vient voir si le montant est en train de progresser. Ça, c'est tenter de contrôler un outil de contrôle et c'est détruire la vie. Je suis obligé de rebondir sur la notion de contrôleur de gestion. Nos contrôleurs de gestion participent à la stratégie de l'entreprise dans chaque groupe de travail. Et le travail en silo, pareil, c'est terminé. On suggère fortement, et il nous arrive même encore récemment, je me suis séparé de 2 collaborateurs experts dans leur domaine, mais qui n'arrivaient pas à travailler en collaboration et qui étaient dans leur silo. Les contrôleurs de gestion aujourd'hui, chez nous, font partie des groupes projets parce qu'il y a une dimension de gestion, néanmoins, de chiffres, même si ce n'est pas essentiel chez nous aujourd'hui et ce n'est pas le sujet de tous les jours, on vit quand même avec des chiffres. Et le contrôleur de gestion, il n'est plus là pour contrôler, il est là pour aider les exploitants à faire en sorte qu'à la sortie, il y ait une rentabilité, quoi. Alors, on parle d'écoute, on parle de travail collaboratif, on parle de bon sens, de posture, de douceur, de bébé, j'ai même entendu. Est-ce que il n'est pas grand temps aujourd'hui d'ouvrir grand les portes aux femmes? Est-ce que les femmes peuvent changer les entreprises? Bébé, femme. Et est-ce que les femmes... Pardonnez-moi, mais je n'aurai jamais d'enfant dans le ventre. Je suis désolé, je n'aurai jamais d'enfant, c'est clair. Physiquement, avec la technique, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de mettre les femmes au pouvoir pour pouvoir répondre à cette question et à ce grand défi qui nous est posé, épanouissement et profit? Oui, non, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que je vais le prendre sous cet angle-là. Mais les hommes peuvent répondre aussi. Hein. Non, non, mais ce sera d'ailleurs important que vous répondiez aussi, messieurs, parce qu'on ne peut pas faire sans vous. Hein. On ne peut pas faire sans les hommes. Bébé. Non, mais tout. Il faut qu'on fasse ensemble. Il faut qu'on fasse progresser tout ça ensemble. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est pas de remplacer une domination masculine par une domination féminine. L'idée, c'est de remplacer une domination masculine par un monde équilibré. Et donc, parce que l'équilibre est plus porteur que le déséquilibre. Et donc ce qui est recherché là, c'est l'équilibre. Non, ce qui est intéressant, c'est que la question des femmes dans l'entreprise est un très bon laboratoire, je vais le dire comme ça, pour réfléchir à des transformations globales qui dépassent de très loin le sujet des femmes. Effectivement, ça peut venir par les femmes. Pourquoi ?
parce que, effectivement, comme vous le mentionnez, vous le sous-entendiez, le sujet, c'est les femmes assument encore aujourd'hui, plus que les hommes, la charge de la famille. Et donc, il y aurait un sujet de compatibilité entre le rôle de mère et de chef de famille et la capacité à s'épanouir et à franchir tous les échelons du monde économique, politique, etc. Notons qu'aucun des grands dirigeants européens n'a d'enfant. Hein. Notons qu'Angela Merkel n'a pas d'enfant, Theresa May n'a pas d'enfant, Emmanuel Macron n'a pas d'enfant. C'est dit. Donc c'est compliqué. C'est donc compliqué, minima. Donc il y aurait une incompatibilité à faire les deux ensemble. Et donc les entreprises où on se dit aujourd'hui, maintenant on voudrait qu'il y ait plus de femmes, on se pose la question de comment on aménage le temps dans l'entreprise avec le reste de la vie, de famille en l'occurrence, et on se dit peut-être qu'on va pas mettre des réunions après 18h, peut-être qu'on va permettre des aménagements particuliers, peut-être ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça permet de repenser les modes de travail. Parce qu'en fait, c'est pas plus sain pour les hommes de ne jamais voir leurs enfants avant qu'ils se couchent le soir. En fait, c'est pas mieux. Et donc, tout ce qui est mis en place sous couvert d'être mis en place pour les femmes, en fait, c'est mis en place pour le bien de tous. Et les hommes sont les premiers à en bénéficier. Et il y a énormément d'hommes aujourd'hui qui sont très contents de pouvoir être réconciliés avec leur paternité et de pouvoir, eux aussi, prendre des congés paternité, s'occuper de leurs enfants, parce qu'en fait, c'est épanouissant. Et puis, en fait, quand on est épanoui, on est un meilleur collaborateur d'entreprise et on est un meilleur dirigeant d'entreprise. Et donc, on ne peut pas séparer comme ça les deux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il faut... Ce qui se passe aujourd'hui avec le sujet des femmes et de la mixité et de la diversité en général, c'est que ça nous amène à repenser un équilibre entre ce qu'on appelle la vie personnelle et la vie professionnelle, même si moi, j'aime pas trop ça, parce que je pense qu'on n'est pas schizophrénique et qu'en fait, on est des gens, on est des êtres humains qui nous épanouissons dans différents endroits de notre vie et dans différents types de relations, dans des relations familiales, dans des relations amoureuses, dans des relations amicales, dans des relations de travail, dans des relations de je ne sais quoi, de projets, de ce qu'on veut. Mais en fait, on est des êtres humains pleins et entiers et on doit être dans chaque compartiment de notre vie, d'ailleurs, il ne doit pas trop y avoir de compartiment, mais on doit être à chaque fois soi-même plein et entier dans toutes ces dimensions. Voilà. Jean-Jacques Chabanis, dans le milieu du bricolage... Dans le milieu du bricolage, il y a peu de femmes, je me trompe peut-être, mais est-ce que vous arrivez à faire émerger la part féminine des hommes qui composent vos équipes ? Dans l'univers plus global du négoce de matériaux de construction et du bricolage, il est clair qu'on a une population masculine largement majoritaire. Pour autant, et notamment dans le bricolage, on a bien mesuré l'intérêt d'avoir à nos côtés des femmes. Parce qu'elles ont une sensibilité qui n'est pas celle d'un homme et qu'elles nous permettent d'ouvrir les yeux quelquefois sur des propos tels que tu viens de les tenir, sur l'épanouissement personnel, familial, etc. Donc on n'est pas un modèle, franchement, ni de parité ni de nombre de femmes. Dans l'équipe dirigeante, par exemple, il n'y a pas de femmes. J'ai par contre, je le regrette profondément, c'est une situation d'ailleurs qui ne va pas perdurer. Et on a quelques femmes chefs d'entreprise, donc patronnes de magasins pour ce qui concerne le bricolage, et qui bien évidemment réussissent admirablement bien et ont cette sensibilité qui manque quelquefois à nos patrons hommes. Et pardon, je rebondis sur ce que tu dis, excuse-moi Dominique, mais je rebondis sur ce que tu dis Jean-Jacques. Et ce que tu dis aussi, Dominique, tout à l'heure, tu disais, il ne faut pas prendre la question du bien-être, il ne faut pas confondre la fin et les moyens, je ne sais plus quel était le truc, mais de dire que c'est pas, il faut pas parce que c'est plus performant qu'il faut le faire. C'est pas pour gagner en performance. Il ne faut pas oublier qu'elle avait. Mais cela dit, on peut quand même constater qu'un argument qui porte aujourd'hui sur ces sujets, c'est de dire que s'il y a plus de femmes, s'il y a plus de mixité, il y a effectivement plus de performance. Pourquoi ? Parce que les consommateurs sont au moins pour la moitié des consommatrices, voire plus, même dans l'univers du bricolage. Parce qu'en fait, les femmes, la déco, tout ça, et ben en fait, on s'intéresse un peu au sujet et tout ça. Hein, voilà. Donc, même quand c'est pas vous qui achetez, vous êtes tellement prescripteur auprès de votre mari. Absolument. Mais quand je vois les pubs pour les voitures à la télé, je me dis, mais les mecs, les publicitaires et les ingénieurs qui font ça, est-ce qu'ils savent
qu'en fait, les hommes achètent la voiture que leur femme leur dit d'acheter. Est-ce qu'ils savent ou pas? Parce que moi, je me sens pas du tout concernée par les pubs pour les voitures, quoi. En fait, ils pensent qu'ils font des pubs pour les mecs, mais c'est pas la peine de faire des pubs pour les mecs. Il faut plutôt faire des pubs qui parlent aux femmes. Enfin bref. Donc, ils ratent la cible. Non, mais ils ratent la cible. Et donc ça, c'est un argument économique de base. Ils ratent la cible. Les mecs qui font l'Apple Watch, c'est des ingénieurs, c'est que des hommes, et ils se disent, eh ben en fait non, parce qu'en fait, qui achète les Apple Watch, qui achète les nouveautés technologiques, c'est les femmes. C'est trop gros pour le poignet des femmes. Ça a été un four parce que les femmes ne les ont pas achetés. Voilà. Non, mais c'est vrai. Alors ça, c'est rigolo. Après, il y a des trucs moins rigolos. Par exemple, les mannequins des crash tests, les airbags. D'ailleurs, il a fallu que ça tue pas mal de femmes et d'enfants pour qu'on se dise que ce serait bien de faire des crash tests avec des mannequins qui sont plus petits que les mannequins qui sont à la taille des hommes. Et donc, qu'on rectifie la position des airbags dans les voitures, etc., etc. Mais bref, si on met des femmes et si on met de la diversité dans les équipes qui conçoivent les produits, etc., on s'adresse à tout le monde. Et forcément de manière in fine plus performante, puisque plus équilibrée. Alors, Dominique, votre analyse sur cet aspect-là. Ensuite, on va parler des startups. Et puis, je vous donne la parole parce que l'heure tourne et absolument, nous tenons à échanger avec vous. Ce qui m'intéresse, moi, sur cet aspect femme-homme, c'est pas tant femme-homme que la question de l'altérité, au sens le plus large possible. C'est ça qui va avoir de l'impact dans tout cet effort qui est mené aujourd'hui pour les femmes. Ça va venir impacter tout ce secteur-là. Comment est-ce que je peux rentrer en contact avec l'autre en sachant que je ne serai jamais l'autre et que je ne ressentirai jamais ce qu'il ressent? J'ai fait venir ici, dans cette école, un ami qui travaille au Conseil de l'Europe, qui a beaucoup travaillé dans les pays en guerre, à faire se rassembler des jeunes qui étaient des deux camps adverses et à les faire réfléchir sur comment on va travailler ensemble à l'issue. Quand je l'ai fait venir, je lui ai dit « Tu vas mollo pour démarrer ta conférence ». Et il a démarré en disant « Voilà, je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 42 ans, je suis blanc, je suis français, je suis gros, je suis homo. Je ne ressentirai jamais ce que ressent une femme noire. » Ça, c'est ce lieu-là, moi, qui m'intéresse. C'est comment... Et cette idée de la pleine conscience qu'on a utilisée, il est là pour ça. C'est-à-dire, à un moment donné, être capable de rentrer, de descendre et de se rendre compte que dans l'altérité, il y a quelque chose qui peut venir me cogner et qui, même si intellectuellement, je me dis non, moi, les femmes, pas de problème, même si ça, c'est présent, j'ai besoin d'aller écouter à l'intérieur. Tout à l'heure, on parlait d'écoute à l'extérieur. J'ai aussi besoin d'aller écouter à l'intérieur parce qu'il y a des choses qui vont venir cogner. Et des fois, ça sera les hommes vers les femmes, et des fois, ça sera les femmes vers les hommes, et ça sera vers les gros, ça sera vers les chauves, ça sera vers n'importe quoi qui est autre que moi. Et ça me ramène à mon point de départ, qui était l'homme est un loup pour l'homme quand il se sent en danger. Ce travail sur l'altérité, c'est un travail qui dit je vais pouvoir me rapprocher et donc recréer un lien qui fondamentalement sera riche parce que ça va redonner un mélange de toutes les capacités productives de chacun d'entre nous. Non, je rebondis sur l'altérité, c'est vraiment très important parce que je suis complètement d'accord avec ça. Et notamment sur le fait que le drame des femmes, ça a été que pendant des années, si elles voulaient arriver à des positions de pouvoir, il fallait qu'elles se comportent comme des hommes. Et donc, les rares femmes qu'on a à des positions de pouvoir, économiques ou politiques, sont en fait des hommes qui sont par ailleurs rentrés dans le club très fermé des hommes où aucune femme n'avait sa place et donc pas du tout aidantes pour les autres femmes puisqu'elles sont devenues des hommes. Et donc, non mais, je suis un peu cash, mais quand même, c'est un peu ça. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, ce qui est pour moi le combat, c'est le combat des femmes et des hommes, c'est de rendre possible de rester une femme, de rester dans sa différence, parce que c'est la différence qui est source de liens, de richesse, de création. C'est pas d'être tous pareils. Voilà, on ne crée pas avec le même. Donc, il faut que les femmes restent des femmes, les hommes restent des hommes, qu'on soit ce qu'on est dans sa différence et qu'avec cette différence, on arrive à inventer quelque chose ensemble. Voilà donc pour ce chapitre hommes-femmes dans l'entreprise. Une question sur les startups. Est-ce que ce modèle des startups dont on parle beaucoup, tous les grands groupes s'en inspirent, est-ce que c'est la solution d'avenir pour répondre à notre question aujourd'hui, performance et épanouissement? Parce que dans les startups, on est plus libre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on entend comme témoignage. Il y a des vacances illimitées, on vient en tongs, on s'épanouit. C'est super les startups, non ? Je peux faire une petite réponse un peu comme sur les femmes. Ce qui est intéressant dans les startups, c'est que c'est un laboratoire. C'est-à-dire que comme c'est petit, comme c'est ça n'a pas des process, etc., c'est petit, c'est tout neuf, tout s'invente.
il peut s'y inventer des choses. Et donc, c'est intéressant d'aller regarder ce qui s'y invente quand on est mis dans un milieu sans contraintes ou avec moins de contraintes. Et là, effectivement, il y a des choses qui se passent. J'ai un copain qui, dans sa start-up, a instauré les congés à volonté. Et donc qui a dit vous prenez autant de congés que vous voulez. Tout le monde lui a dit ouais ça va marcher quand vous êtes 10, quand vous êtes 80 ça va moins bien marcher. En fait si, ça marche très bien. Et en fait il a regardé et au final les gens prennent entre 5 et 6 semaines de congés par an et tout le monde est content. Il a aussi dit aux gens si vous voulez aller à la piscine il vaut mieux y aller à 15h parce qu'il y a moins de monde qu'à 18h. Donc surtout n'hésitez pas parce qu'en fait moi je m'en fous de savoir que ce que vous faites à 15h ou à 18h, si vous avez envie d'aller à la piscine à 15h et plutôt de travailler à 18h parce que c'est votre rythme, surtout faites-le, surtout ne vous en privez pas. Et en fait ça fonctionne parfaitement bien. Et donc ce qui est intéressant, c'est pas de dire c'est ça qu'il faut faire dans les entreprises et demain Jean-Jacques il faut que vous donniez les congés à volonté, c'est pas ça, mais c'est juste de dire en fait ça permet d'essayer des choses, de tester et de voir comment effectivement dans quelles conditions on peut les transposer, les porter, les déployer, les dupliquer. Oui, je crois que l'image de la start-up des gars en tongs et puis du baby-foot, elle est un peu dépassée. En fait, on travaille beaucoup dans les start-up, je crois, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'efficacité, justement parce que le champ des possibles est ouvert, le champ des possibles sur le plan de l'organisation, des méthodes de travail, des idées qui paraissent farfelues au début et qui finalement se révèlent des idées juste géniales. Et le danger qui, à la fois c'est un danger, puis à la fois c'est une survie pour eux, c'est qu'il y a de plus en plus de grands groupes qui rachètent en fait des startups pour gagner du temps et pour être au fait des innovations. Mais enfin, nous, dans notre univers, on côtoie quelques startups, ça nous permet d'avancer plus vite et puis d'ouvrir le champ des possibles qu'on n'aurait jamais pu faire, nous, entreprises déjà structurées. J'ai un exemple très concret, mais non, je n'aurai pas le temps, je le donnerai à ceux qui boiront un verre avec moi tout à l'heure. Ça, c'est du teasing. Bon vendeur. Merci. Dominique, un point sur les startups et puis ensuite, je vous donne la parole. Ce que j'apprécie dans la question, c'est la question. La question, je vais garder ma ligne de ce soir. La question, elle dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Qui est une représentation ou un mode de fonctionnement très culturel en Occident. Je regarde quelque chose et je me pose la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? On a eu plein d'arguments sur le bien, on a eu plein d'arguments sur le mal. Et j'aime bien regarder un troisième point, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans de bon ? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans d'un peu négatif et qui peut créer de la souffrance ? Et qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans comme enfermement ? Qu'est-ce qui, à un moment donné, va venir me coincer, va créer une nouvelle représentation du monde qui, tout à coup, viendrait dire « c'est super d'être dans une start-up ». Et si tout à coup, je me mets mes tongs et que je dis « c'est super », alors qu'à l'intérieur du ventre, ça dit « ouf », eh bien, j'ai perdu. Donc notre point ici ce soir, il est là. Et quand on parle d'altérité, quand on parle de bien-être, on dit ça en fait. On dit comment est-ce que chacun d'entre nous se lève pour pouvoir dire je suis un humain, je reste humain et j'ai envie de rentrer en relation avec toi en tant qu'humain. Et puis l'humain que je suis, il y a des lieux dans lesquels il va être bien, des lieux dans lesquels il va pas bien et des lieux dans lesquels il s'enferme. Il faut qu'il y fasse attention. Peut-être que tu peux m'aider. Allez, place à vos questions. Je vais venir vous rejoindre. Il suffit de lever la main, je vous donne le micro, vous posez votre question. Madame, bonsoir. Vous êtes pressée, vous voulez poser votre première question. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, je suis Catherine Burgiani. Donc, je vais parler de la retraite et puis je vais parler de 38 ans de carrière et qui s'est terminé par un harcèlement et un burn-out. Et je vous parle du burn-out. J'ai écrit un livre dessus. C'est pour faire comprendre aux gens que le burn-out, déjà, ce n'est pas une dépression. C'est tout le contraire. C'est que la personne, elle veut y aller, mais elle n'a plus d'énergie. Et quand on est en vrai burn-out, on n'a plus de mémoire, on n'a plus rien qui fonctionne. Et c'est un combat qui est très dur, qu'il faut surmonter. Il y a 2 ans de vraiment de grosses galères. Après, il faut toujours continuer. Voilà, il faut toujours continuer. Bon, moi, j'ai fait des tas de choses. J'explique ça dans mon livre. Et je vous dis ça, je fais ce témoignage parce que je demande aux chefs d'entreprise de prendre vraiment toutes les précautions et toutes choses pour éviter le burn-out. Parce que j'ai vu des jeunes, bon, moi ça va, j'ai pu prendre la retraite, ok, et je me suis soignée pendant la retraite. Mais j'ai vu des jeunes qui ne s'en sortent pas, qui n'arrivent pas à rebondir. On les bourre de médicaments et ils n'arrivent pas à rebondir. Donc à tout prix, c'est mon message,
faites tout pour éviter que les gens tombent en burn-out dès qu'il y a des endroits où il y a du harcèlement, et ça se voit le harcèlement, parce que les gens deviennent incohérents au bout d'un moment dans leurs propos, leur façon d'exposer les situations. Vite, il faut sonner tirer la sonnette d'alarme, et il faut prendre tout de suite des mesures pour pouvoir sortir la personne, voilà, et pas croire que la personne elle fait exprès. Bon, peut-être qu'il y a des simulateurs, je sais pas, mais il faut prendre très au sérieux, hein, parce que ça retombe sur la société et ça retombe surtout, hein, et en général c'est des gens qui, bon, j'étais très investie, et voilà, c'est pas des gens qui se reculent. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage, Jean-Jacques. Oui, je peux répondre très concrètement. Alors nous, bien sûr, on est sujet à ce type de phénomène qui nous touche, puisqu'on a actuellement au moins 3 personnes qui sont en burn-out. Pour réagir, on a fait quoi? Déjà, on a une coach interne et on a créé un site Besoin d'en parler, qui est un site complètement confidentiel entre la coach et des gens qui sont en difficulté pour essayer de prendre le problème en amont. Et il est vrai que pour les gens alors les gens s'en sortent. Nous, les quelques-uns qui ont été en difficulté sont revenus au travail ou sont en train d'y revenir. Et on arrive justement à en parler. Et je vous rejoins en disant, c'est pas une dépression. C'est des gens qui un matin n'arrivent pas à se lever et à aller au boulot, alors que c'est des gens très investis et qui ont envie de revenir au boulot. Mais il y a quelque chose qui bloque. Et on est très sensible à ça avec la médecine du travail, etc. Enfin, c'est un vrai sujet dans les entreprises, c'est vrai. Allez, une question ici, question courte, réponse courte pour qu'on puisse donner la parole à un maximum d'intervenants. Donc je base ma question sur 3 points je base ma question sur 3 points de la conférence. La première, c'est que l'entreprise responsable sociétalement et socialement est une réalité aujourd'hui. La chaire le prouve, les enseignements dans cette école le prouvent, et beaucoup d'entreprises de la région le prouvent. Point 2, dans Émerveillement au travail, on a vu Pierre Rabhi. Ça fait penser aux colibris. Donc ces entreprises sont des colibris qui éteignent des feux de forêt pour notre avenir. Et l'entreprise du Prigolage est de plus en plus gros colibri. Les chiffres que vous avez montrés le prouvent. Le 3e point, c'est que je voudrais partager avec vous certains chiffres des feux de forêt. Et je voudrais parler de Volkswagen. Volkswagen 2015, Dieselgate. Pendant que vous parliez, j'ai regardé les chiffres. Avril 2017, c'est le feu de forêt. Mathias Müller annonce les chiffres. Donc je vous donne ces chiffres que j'ai été chercher. Record du nombre de véhicules vendus aujourd'hui. Titre plus 26,7%, supérieur à la perte qu'ils ont eue suite au Dieselgate. Chiffre d'affaires 230 millions d'euros, 6,2% d'augmentation. Marge opérationnelle 7,4%. Comment on va réussir, nous, colibris, face à ces feux de forêt? Dominique. J'ai un début de réponse, je ne suis pas sûr qu'il va être satisfaisant. Un point qui m'importe tout le temps quand on traite de tous les sujets sur lesquels on est, qu'on le regarde par le versant de l'intime, sur la bienveillance, la pleine conscience, etc., quand on le regarde sur le côté managérial, sur l'aspect coopératif, sur les communautés, ainsi de suite, ou qu'on regarde par l'aspect organisationnel, sur créer des structures qui vont être au service de la société, un des points qui vient toujours me heurter, et qui n'est pas facile pour les gens comme nous qui sommes de ce côté-là, c'est quand tout à coup, le discours deviendrait quelque chose de « ça doit être ça la vie ». Alors qu'en fait, si la vie, ça n'était que ce petit lieu où tout va bien, elle serait bien trop triste. Quand on traite de la pleine conscience, pourtant j'en suis un grand promoteur, ces dernières années, j'ai beaucoup été et un promoteur et quelqu'un qui résiste en disant « mais la pleine conscience, elle n'est pas faite pour que vous alliez bien, la pleine conscience, elle est faite pour que vous soyez capable de ressentir l'ensemble de l'éventail de ce qui se passe dans une vie. Et que si je suis en colère, je puisse ressentir profondément que je suis en colère. » Qu'est-ce que ça veut dire ressentir que je suis en colère? Ça ne veut pas dire que vous devez vous énerver tous les jours. Ça veut dire que parmi nous, il y a des gens qui, quand ils sont en colère, l'écrasent tellement à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils vont en mourir. Et qu'il y en a d'autres, quand ils sont en colère, ne savent pas quoi en faire, qui tapent continuellement autour d'eux. Donc que je ressente cette colère, que je ressente ma tristesse quand elle est là. Entre parenthèses, un deuil ne se fait que quand la tristesse a été vécue. Que je ressente mon ennui quand il est là. Que je ressente ma joie quand elle est là. Que je ressente mon exaltation quand elle est là. Que je ressente mon amour quand il est là. Mais c'est tout ça. Et donc, dans cette question-là, sur le comment on va faire, ma réponse, je suis désolé, Alexandre, n'est pas forcément très courte, c'est est-ce qu'on peut se lever avec courage et dire « je rentre dans la vie ». Et dans la vie, il va y avoir de tout, encore, et encore, et encore. Et je compléterai en disant que Yannick Roudot, là, que vous avez vu dans le petit film, qui se présente comme un conspirateur positif, dit que dans tous les grands changements, depuis des siècles, c'est toujours une minorité
qui a cru en quelque chose, qui s'est engagé et qui petit à petit a réussi à convaincre la majorité de faire dans le sens, par exemple, pour ce qui nous concerne, du développement durable et de l'économie circulaire ou des choses comme ça. Allez, une autre question ici. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je voudrais amener une réflexion que m'entraîne votre conférence. Est-ce que vous pensez que le mode de pensée dont vous parlez, que vous exprimez, ça vient d'une prise de conscience collective et d'une remise en cause de tous les citoyens que nous sommes? Ou est-ce que justement ça ne deviendrait pas un marché et que son apogée, elle sera quand elle s'est intégrée au capitalisme, dont on vous a demandé si elle allait disparaître, et que finalement c'est l'intégration de votre mode de pensée dans le capitalisme et le profit qu'il va dégager qui va permettre de l'imposer à tous, en fait? Je ne suis pas sûr de la fin de la question, donc je vais aller à un endroit en... C'est une réflexion, peut-être un commentaire rapide. D'accord. Il me semble que ça fait une partie de la réponse, je l'ai donnée juste avant. C'est-à-dire l'un n'empêche pas l'autre. Pour moi, ce ne sont pas des choses opposées. Ce qu'on tente de faire, si je reprends ce qu'a dit Jean-Jacques ou ce que dit Marie, c'est levons-nous, essayons d'avancer au mieux avec les intentions qu'on a, qui sont celles que manifestement on est beaucoup à partager ici. Et ce n'est pas parce qu'on partage ces intentions et qu'on se lève tous les jours pour tenter de le faire qu'il n'y aura pas des dérives possibles. Ce qui reviendrait à dire à un moment donné, contrairement, ça va peut-être vous bousculer quand je dis ça, mais finalement, une des plus grandes compétences qu'on a à développer, c'est comment je fais face à l'adversité. C'est vraiment notre compétence première. Une question ici. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous disiez lors de la conférence qu'il fallait une forte volonté des dirigeants pour justement développer l'épanouissement au travail. Moi, je suis salariée d'un grand groupe international. Est-ce qu'à mon niveau, je peux faire quelque chose si mes dirigeants n'ont pas cette forte volonté, ou voilà, est-ce qu'il vaut mieux que je change d'entreprise pour que ce soit plus lié à mes valeurs, ou est-ce qu'à mon niveau, voilà, je pourrais, à votre avis, faire quelque chose pour aller dans ce sens-là? Merci. Je vais répondre à votre question aussi, à peut-être d'autres choses. C'est la métaphore du colibri, c'est de dire que chacun doit faire son bout du travail et chacun doit faire son bout du chemin. Et je ne pense pas qu'on puisse présupposer, je ne dis pas que ça existe, mais qu'on puisse présupposer que il y aurait des gens bien intentionnés qui voudraient faire avancer les choses dans un bon sens, et puis malheureusement on serait pris dans un système avec un truc de grand Manitou au-dessus qui aurait une intention mauvaise et qui de toute façon finirait par triompher à la fin, enfin, je ne sais pas quoi. En fait, tout ce dans quoi on vit, ça n'est que des constructions humaines. Donc ce qui apparaît comme le truc au-dessus qui gouverne le monde, je sais pas quoi, c'est des hommes, quoi. C'est des gens qui l'ont fait, qui sont là, alors qui sont peut-être pas très bien intentionnés, mais en fait parmi eux il y en a peut-être des bien intentionnés, et ça se joue dans toutes les couches, à tous les endroits, à tous les niveaux. Et ça se joue d'abord, c'est ça que j'aime bien dans ce que tu dis, Dominique, dans le fait que c'est d'abord aussi une histoire de recentrage et de se connaître soi-même et tout ça, et de savoir ce que chacun individuellement on est capable de faire et de porter. Et c'est différent pour chaque personne. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, le problème dont vous parliez du burn-out, madame, je pense que émergent là des nouveaux problèmes, des choses sur lesquelles on met des nouveaux noms ou qu'on qualifie, etc. Et en fait, on ne peut pas traiter des nouvelles choses avec des cadres anciens. Il faut réinventer aussi. Tout se réinvente tout le temps. On est tout le temps, comme tu le dis, Dominique, dans un mouvement perpétuel. Et donc, ça se joue pas que dans l'entreprise, ça se joue dans les études, dans les lycées, dans les collèges, à l'école maternelle. Cette conscience que chacun de nous peut faire des choses, cette conscience qu'ont les enfants naturellement, qui sont créatifs naturellement, qui sont collaboratifs naturellement, qui s'engueulent aussi et qui se disputent et qui se battent aussi naturellement. C'est vrai qu'il n'y a pas que, c'est pas le monde des bisounours dans l'enfance qu'on quitte ensuite. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut réinventer et participer chacun à notre niveau à réinventer là où on peut dans les relations qu'on noue, et croire, et je ne pense pas que ce soit fou de penser ça, que si on est plein et qu'on se connecte, alors ça va finir par transformer l'ensemble. Je ne pense pas que ni les révolutions, ni les grandes transformations puissent arriver autrement que comme ça. Merci beaucoup, Marie. Une question ici, il nous reste 3 minutes pour la question. Alors, si vous voulez en réponse courte, ce serait bien. Merci. Oui, bonjour, Olivier Dufour.
Bonjour. Moi, j'ai étouffé 22 ans dans des grandes entreprises, donc j'ai créé la mienne pour essayer d'oxygéner les grandes entreprises. Je bois du petit lait dans vos propos, merci beaucoup, c'était très inspirant, j'ai noté pas mal de choses. Mais je suis humain et j'aime bien vous titiller, donc je vais vous poser une petite question, et c'est pour vous, Marie, désolé. Dans le rapport Sénat et Nota, donc dans le projet de loi Pacte, il est proposé d'intégrer la raison d'être de l'entreprise dans l'objet social pour en faire un objet sociétal. Or, je vois et j'entends énormément d'opposition des grandes entreprises, et notamment leur premier représentant, c'est-à-dire votre co-rédacteur, M. Gattaz. Donc, je comprends que ça n'était pas dans les 60 propositions soumises à M. Macron. Et en tout cas, cette opposition, je la vois qu'elle est mal comprise par les jeunes, notamment les millénials, parce que ça va dans le sens de ce qu'ils cherchent. Donc, comment est-ce que vous expliquez que les patrons d'aujourd'hui y voient plus de risques que d'opportunités ? Je réponds deux choses. La première, c'est que, je vais essayer d'être courte, mais la première, c'est que je ne suis pas sûre que la réponse à la problématique qui se pose aujourd'hui, hein, c'est-à-dire de repenser la fonction et la raison d'être profonde de l'entreprise, se résolve avec un texte de loi, c'est-à-dire avec le fait d'une obligation réglementaire supplémentaire qui est quand tu fais les statuts de ta boîte, tu mets ton objet social et tu mets aussi ton objet social étendu. Mon objet social, vendre des yaourts, mon objet social étendu, résoudre le problème de la faim dans le monde. Enfin, je caricature, mais c'est ça. Donc, la question, c'est est-ce qu'on résout un problème aussi important que la finalité de l'entreprise avec un truc qu'encore mis à un endroit dans un texte de loi, etc. Est-ce que c'est pas, encore une fois, répondre avec un cadre ancien à une problématique plus large et plus globale qui doit traiter plus globalement, etc. Et donc moi, je me plais à penser que c'est ça que pense Pierre Gattaz, qui est que c'est pas assez ambitieux, peut-être, il faut aller plus loin. Non, mais je pense que je dis ça, j'en sais rien en fait de ce qu'il pense. Je sais par contre que on enferme souvent les patrons dans une forme de caricature, de résistance, etc. Jean-Dominique Sénard, il dirige Michelin, c'est une entreprise mondiale. C'est pas vrai qu'il y a de la résistance au changement. Moi, j'ai l'impression, peut-être que je vis dans un monde où les patrons sont des gens qui ont envie de faire évoluer les choses, qui ont envie de faire avancer leurs entreprises, que ce soit des patrons du CAC 40, des patrons de PME ou des patrons d'entreprises comme la mienne, qui ont petites entreprises. Donc non, je crois pas ça. Je crois pas. Peut-être qu'on peut voir ça, mais je pense pas. Je pense qu'il y a une vraie volonté. Après, comment on le met en œuvre, comment on le fait avancer et comment on convainc les irréductibles, bah oui, c'est un peu la lutte, mais on va y arriver. Ce sera une autre convention. Allez, il est 20h46, dernière question. Et ensuite, petite conclusion avec Dominique. Merci. Bonsoir. Alors, on a parlé d'entreprise, on a parlé de start-up. Pourtant, une grande partie, en tout cas une partie significative des Français, sont fonctionnaires. Alors, quelle place pour l'administration dans cette paix économique, cette bien-être au travail ? Je tente quelque chose. Vas-y, je viens après. Merci pour la question. C'est un biais de lecture systématique de ma part, certainement parce qu'on est dans une business school et que le langage continu que j'ai en tête ici, c'est manager, entreprise, manager, société anonyme. Et du coup, je zappe toujours tout ce qui est de l'ordre des institutions. Alors que dans tout ce que j'ai raconté, on est pour moi exactement au même endroit, avec des enjeux totalement similaires. Donc toutes mes excuses d'avoir oublié ça. Peut-être que la différence, elle va être que ça va prendre des formes différentes. Parce que les liens hiérarchiques ne sont pas les mêmes, parce que les statuts ne sont pas les mêmes, parce que la culture n'est pas la même. Tout mon discours ce soir sur les représentations, c'est clair que si je suis dans une PME qui vend, ou si je suis dans une PME qui produit ou qui fait du service, je ne vais pas être dans la même culture que quand je suis dans une administration. Donc c'est plutôt dans ce regard-là qu'on va pouvoir doucement bouger les choses. Et ça me permet, moi, de conclure sur un point qui correspond à la question de la dame qui était tout en haut. C'est tout ce qu'on est en train de dire là. La raison pour laquelle nous on a démarré par l'intime, c'était de pouvoir dire parce que nous croyons que ça s'implique d'abord à nous et que cette bienveillance dont on est en train de parler, elle s'applique d'abord à nous et que si à un moment donné je ne me sens pas bien quelque part, jamais dans ce qu'on est en train de dire c'est levez-vous, battez-vous, allez-y, il faut combattre. C'est si je ne me sens pas bien, la première personne pour laquelle je dois respecter la dignité, ça va être moi. Et peut-être qu'à un moment donné, je vais conclure, fonctionnaire ou pas, qu'il faut que je m'en aille, qu'il faut que je fasse autre chose parce que je viens de découvrir que ce n'est pas le bon lieu. Jean-Jacques ? Je côtoie quelquefois des fonctionnaires, je peux vous dire que ça bouge.
Je peux vous dire aussi qu'il y a des expériences en Belgique notamment qui ont sur des directions juridiques, je crois, ou sociales, enfin qui ont fait beaucoup de progrès. Le seul danger et la difficulté, c'est le rythme et la rapidité avec laquelle ça se fait et qui n'est justement pas assez rapide dans le monde dans lequel on vit. Mais il y a des tentatives, peut-être trop individuelles aujourd'hui, mais je sais que ça bouge. Merci beaucoup. Ce sera la dernière intervention pour ce débat et répondre à cette question. Merci pour toutes vos interventions et désolé, mais nous avons un timing à respecter. Vous pouvez applaudir nos intervenants. Vous allez rester avec nous quelques minutes. Marie-Georges, Jean-Jacques Chabalis, Dominique Steller. Et une grande nouvelle, un événement à nous annoncer, Dominique, les trophées de la paix économique, c'est pour bientôt. Merci beaucoup. Je me suis levé pour que ce soit un peu plus formel. Donc, il y a 6 ans, quand on a démarré cette chaire de recherche, jamais on imaginait arriver dans un endroit, on imaginait arriver devant ce qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire qu'avec autant de sensibilité et de sollicitation à ce qu'on est en train de raconter. Jamais de la vie. Ni les entreprises qui nous ont accompagnés, ni les chercheurs, ni l'école, ni tous ceux qui nous donnaient perdants à peine on avait mis un pied sur la ligne de départ. Quand on s'est rencontré avec tous ces gens, je vous le disais tout à l'heure, notre point de départ, c'était de se dire, si en fait on réfléchit ensemble sur un comment faire autrement, même si on se fait bousculer, on a des chances de dégager des lignes qui seront un peu différentes et qui vont ouvrir des portes. La grande découverte qu'on a fait en avançant à travers tout ça, vous allez voir, elle est très très naïve, ça a été au fur et à mesure du temps de se dire, bon sang, qu'est-ce qu'il y a dans nos entreprises de gens qui ont envie de bien faire et qui ont envie que ça se passe bien? C'est complètement naïf, spontanément. Je pourrais vous dire, si je vous parlais de là, que bien sûr que je le sais, mais tout à coup, c'est sorti d'ici. Et on s'est dit, waouh, incroyable, partout où on va, partout où on commence à raconter notre histoire de paix économique, partout où on dit comment on fait pour travailler ensemble, partout où on dit il faut qu'on arrête de procéder de cette manière-là, sinon on va se détruire individuellement dans des pathologies personnelles, collectivement ou nationalement quand on va s'affronter les uns les autres, tout ça nous a tout doucement fait avancer, nous a tout doucement nous fait dire il faut qu'on réinvente et qu'on propose quelque chose de différent. Je vais raccourcir tout ce que j'avais prévu sur ce sujet-là, mais puisque mon endroit solennel était de vous dire, j'ai donc le plaisir de vous annoncer que nous allons mettre en place en mai 2019, pic, des trophées qu'on a appelés trophées pour la paix économique, avec une vision particulière pour ces trophées. La vision particulière, ça a été de se dire, on n'a pas envie de réinventer un nouveau prix dont le seul objet, ça serait de venir féliciter des gens qui auraient terminé quelque chose et pour lesquels, trop souvent, pour ne pas dire très souvent, trop souvent, mon impression est qu'on est en train de féliciter des choses qui ne sont pas si élaborées que ça ou des choses qui cachent beaucoup d'éléments en arrière-plan. Donc le point principal de ces trophées, ça va être de dire, venez avec nous, candidatez, proposez, dites-nous ce que vous avez envie de faire. Puisque ces trophées ne vont pas récompenser dans un temps ce qui aura été terminé, ces trophées vont récompenser des entreprises qui nous disent voilà d'où on part, voilà ce qu'on rencontre comme difficulté, voilà ce sur quoi on veut travailler, voilà comment on veut contribuer, et c'est ça qu'on va venir vous présenter dans les trophées. Et nous aurons ensuite, ou vous aurez ensuite 2 ans de trajet pour avancer et pour nous montrer comment ce chemin s'est fait, puisque c'est à cet endroit-là qu'on a envie d'appuyer, et finalement c'est ça qu'on vous raconte depuis le début, c'est comment cet engagement, comment dans ce livre que j'ai écrit, j'ai fini par parler d'insurrection, je me souviens qu'Alexandre m'a dit insurrection, c'est quand même sacrément dur, comment on va donner de la place au chemin plus qu'à la finalité. C'est ça qu'on vous dit aussi depuis ce départ. Ce n'est pas le but qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on a fait ensemble et comment on a surmonté des éléments qui étaient compliqués. Donc ces trophées auront lieu en mai 2019. L'idée, c'est d'avoir bien sûr initialement une ampleur nationale, voire internationale assez vite, parce qu'on a peut-être un partenariat avec une université américaine qui nous intéresserait beaucoup. La ville de Grenoble est partenaire, l'école est partenaire, la CCI est partenaire, ce sont les premiers. Les 2 autres soutiens rapides que nous avons eus parmi nos partenaires, c'est la société à Raymond et Hewlett-Packard, qui est HPE, pardon, et HPE qui sont venus très très vite en soutien. Il y aura 3 catégories différentes dans ces remises de trophées. Une catégorie qui va concerner notre premier axe de recherche, une entreprise ou un projet qui dit « nous avons l'intention de nous intéresser à l'intime, à la personne ». Comment est-ce qu'on peut
permettre à une personne de mieux s'équiper pour faire face à tout ce qu'elle rencontre et de mieux contribuer à tout ce qu'on a discuté ce soir. Un deuxième axe qui, lui, va dire nous avons envie de travailler sur la dimension nous avons envie de travailler sur la dimension relationnelle ou sur les modèles managériaux. Tout à l'heure, Jean-Jacques a soulevé une question qui pourrait tout à fait être un sujet. Une des questions clés qu'on nous pose dans les entreprises aujourd'hui, c'est très très souvent, dans le schéma qu'on a construit nous, on est des dirigeants de TPE à groupes internationaux. On est convaincus de tout ce qu'on est en train de se raconter ensemble. Notre vraie difficulté, c'est comment on fait pour faire descendre ça dans les étages intermédiaires. Et là, on ne sait pas comment faire. Ça pourrait être un excellent projet pour mon sujet 2. Et on aura un axe 3 qui concerne tout ce qui est l'épanouissement de l'ensemble des parties prenantes. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, épanouissement de l'ensemble des parties prenantes, c'est tout projet qui dira, voilà, on a envie de repenser, je prends un exemple pour une des sociétés qui nous soutient, on a envie de repenser notre système de paye, on a envie d'inventer des petits bonhommes rouges et bleus ou verts et rouges qui permettent aux gens tous les matins d'indiquer quel est le niveau de santé ou de bien-être dans lequel ils sont. On a envie de repenser nos processus industriels, on a envie de casser nos chaînes de production et d'en faire des îlots autonomes. Tous ces projets qui, à un moment donné, vont venir chez la personne, chez le groupe et chez l'entreprise, venir se nourrir les uns les autres pour qu'on ait une chance d'avancer vers ce qu'on appelle cette entreprise pacifiée. Et bien entendu, ces 3 niveaux seront proposés dans 3 types de catégories différentes. Désolé d'avoir fait de la catégorisation, mais la raison était simple, c'est qu'on s'est dit il faut que ces 3 niveaux soient ouverts pour des TPE, il faut que ces 3 niveaux soient ouverts pour des entreprises qui sont de plus grande taille et puis qu'elles soient ouvertes pour des entreprises qui peuvent être des multinationales. Ce n'est pas une question de dire les unes sont plus importantes que les autres, c'est simplement une question de dire les unes, on a des moyens pour pouvoir faire ce qu'on est en train de dire qui vont être complètement différents. Et, parce que ce n'est pas un mais, et on a envie que ces gens se côtoient, c'est ce qu'on tente de faire dans cette chaire, on a envie que ces gens se côtoient pour qu'ils se fertilisent mutuellement. Pour qu'on ait ce qui s'est passé chez nous, un dirigeant d'une TPE qui puisse aller dans un grand groupe et dire voilà l'expérience que j'ai vécue, voilà ce que j'ai fait dans ma petite entreprise. Et cette personne à laquelle je pense était invitée par ce grand groupe. C'est ça l'idée de ces trophées, c'est ça l'idée de ces enjeux. Et en arrière-plan ou à plus long terme, l'objet, ça serait de les renouveler tous les ans, une fois Grenoble, une fois une ville à l'extérieur, France ou étranger, et que ça puisse perdurer pour une raison majeure qu'on a évoquée des dizaines de fois ensemble ce soir. Comment nous arrivons à créer un tissu, imaginez dans votre esprit un vrai tissu, c'est-à-dire des trames qui se renforcent de plus en plus pour que dans des lieux de plus en plus éloignés, quand des gens disent « nous avons envie d'avancer ensemble sur ce sujet-là », nous pouvons le faire. Merci d'y penser, n'hésitez pas à candidater. Et puis je profite de la petite fin, puisque je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent, et cette chaire de recherche que je dirige a besoin de partenaires, a besoin de trouver encore des gens qui travaillent avec nous, parce que ce qu'on fait ici en local, ça nous permet d'aller sur des projets un petit peu plus lointains. Donc si ça vous intéresse de nous rejoindre, n'hésitez pas à venir me voir ou à contacter Cécilia plus tard. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence, c'est très encourageant pour nous à tous les sens du terme, ça crée beaucoup d'émotions et beaucoup de chaud au cœur, et en tout cas ça nous donne annuellement l'envie de se dire tiens, on va continuer. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci à tous. Dominique Steller, Marie-Georges, Jean-Jacques Chabalis, que vous pouvez applaudir encore une fois, merci. On va pouvoir poursuivre les échanges grâce aux réseaux sociaux, le site internet mindfulnessatwork.fr. Bien sûr, LinkedIn, Twitter sont à votre disposition. La plateforme journalistique The Conversation, avec la dernière publication également de la chaire Envie de changer de l'entreprise florissante à la paix économique, que vous pourrez télécharger librement sur le site de la chaire. Et puis, je vous le rappelle, 2 de nos conférenciers ici présents sont les auteurs de 2 ouvrages remarquables, 60 idées pour Emmanuel Macron par Pierre Gattaz et Marie-Georges, et Osons la paix économique de la pleine conscience au souci du bien commun de Dominique Steller. Vous pourrez bien sûr retrouver ces ouvrages à la librairie De Citre qui est présente ici dans le hall lors du cocktail, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, bonne soirée et bonne chance à la paix économique. Je compte sur vous.